Salut à tous et bienvenue pour ce 217e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actu du Paris Saint-Germain, qui débriefe ses matchs. Donc là, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, pas de match à débriefer. On est en trêve pour la Coupe du Monde qui va démarrer incessamment sous peu. Mais on a décidé de refaire un petit live pour faire un bilan de la première partie de saison du Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et je vais vous présenter tout de suite mes deux camarades du jour qui m'accompagnent pour ce live sur Twitch. Tout d'abord, celui qui était absent au dernier live et qui a été réclamé par la populace, c'est évidemment Nicolas Puravo. Salut Nico. Salut Mousse, salut à tous. Comment ça va? J'ai vu que ça parlait de moi dès que je suis pas là. Du coup, je vous surveille, mais va falloir trouver quelque chose là, parce que ça devient inquiétant. Du coup, si je comprends bien, Nico et Yacine, vous êtes bien à Doha, au Qatar. Ouais, c'est ça. Moi, je suis à Doha dans le 7-8. Et Yacine, il est à Cachan-Doha. Ouais, c'est juste à côté. Ouais, je vois que ton troll, il a super bien pris. Hein. Ouais, non, on s'amuse un peu. On ira peut-être, hein. Peut-être qu'on va se faire inviter d'ici la fin de la Coupe du Monde. Et puis, comme on n'a aucune dignité, on ira, nous, hein, direct. Exactement. Et le deuxième camarade du jour, c'est l'habitué, c'est le fidèle au poste, c'est coach Yacine Hamlet. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va? Ça va, il fait pas si chaud que ça, Doha. Ouais, je dirais même qu'il y a du vent et qu'il pleut. En tout cas, chez moi, j'espère que la connexion va tenir. Jusqu'à présent, tout va bien. D'ailleurs, je remercie, j'ai reçu plein de félicitations juste parce que ma connexion a tenu. C'est incroyable. Merci à tous. Je veux saluer tous ceux qui sont sur le live. Vous êtes pas mal, vous êtes toujours avec des pseudonymes assez bizarres. Mais je vais quand même les citer. Donc, il y a Sheik 94, Redil Sauvage, un habitué, Selim Eke Larbi Winch, pas mal. Voilà, Malik, Capitaine 10, Glouton PSG, Crocodile. Voilà, vous êtes tous là. Et évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. On lira vos commentaires. Et puis, je salue tous ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, les amis. On va démarrer tranquillement ce bilan, messieurs. Bilan global, je vais d'abord vous demander, vous, avant de rentrer évidemment dans le détail du coach, des joueurs, il y a aussi la Ligue 1 et la Ligue des Champions. C'est vrai que comparé, Nicolas, à la première partie de saison de la saison dernière avec le coach Pochettino, on a quand même vu déjà une belle préparation, des matchs sympathiques et un début de saison plutôt pas mal avec, on attend qu'Yacine revienne, avec des résultats. Je crois qu'on avait commencé avec 2-5-0 au mois d'août. Tu pourras afficher les résultats, Yacine. Donc globalement, tu es quand même satisfait, Nico, avant qu'on rentre dans le détail de ce qui t'a plu, ce qui ne t'a pas plu sur cette première partie de saison, Nico? Ouais, écoute, globalement, on va dire que c'était une première partie de saison positive. Il y avait beaucoup d'interrogations par rapport à l'arrivée d'un nouveau coach, par rapport à cette Coupe du Monde mi-novembre qui va débuter dans quelques jours. Un calendrier très resserré, voilà. On ne savait pas trop vers quoi on allait. Finalement, on a vu je pense globalement dans le jeu des choses assez positives. Alors tout n'a pas été parfait évidemment, on va en reparler, mais voilà, s'il faut comparer avec ce qu'on a vécu pendant 18 mois sous Pochettino, c'était quand même beaucoup plus encourageant et beaucoup plus plaisant à voir. On voit surtout des axes de travail assez intéressants, on voit qu'il y a malgré tout voilà, une envie de faire progresser cette équipe, de trouver des solutions tactiques. Enfin voilà, moi j'ai plutôt bien aimé tout cet aspect-là. Après, d'un point de vue comptable aussi, je trouve que c'est globalement positif. La seule ombre au tableau, c'est évidemment la deuxième place du groupe en Ligue des Champions. Mais bon, écoute, je pense que ce sera peut-être anecdotique en février si on sort le Bayern. Et puis écoute, t'es premier de Ligue 1. Il n'y a que Lens qui suit de ton rythme d'assez loin. T'es qualifié en Ligue des Champions. Lyon est à la ramasse. L'OM a été éliminé de la Ligue des Champions. Je ne vois pas trop ce qu'on pouvait espérer de mieux de ces premiers mois. Là, de mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir, et pas que devant le PSG. Ah oui, surtout l'élimination de Marseille, c'est toujours un plaisir, évidemment. Yacine, même question avant qu'on rentre dans les détails. Globalement, Yacine, comme le dit Nico, c'est plutôt une bonne première partie de saison. Alors évidemment, il y a des choses à redire et nous-mêmes, on a critiqué pas mal de matchs et on en reparlera. Mais c'est vrai que par exemple, sur ce début de saison, on voyait, je ne sais pas si tu peux remettre les premiers matchs du mois d'août. D'ailleurs, sans Mbappé, Yacine, on se rappelle qu'il n'avait pas débuté le premier championnat. match.
il était out les 2 premiers matchs. Non, le trophée des champions et le premier match. Voilà, c'est ça. Quand je disais les 2 premiers, c'est vrai que j'avais oublié que c'était le trophée des champions. Pardon. Alors, globalement, sur cette première partie de saison, Yacine, plutôt satisfait. Comme je le disais à Nico, comparé à ce que faisait Pochettino, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, d'ailleurs, il y a Matt Boston sur le chat qui nous dit est-ce qu'on peut arrêter de comparer à Pochettino? Oui, on va arrêter. Mais on est obligé de comparer parce que c'est aussi un point de comparaison, puisque c'était les premiers mois de Galtier et que le dernier entraîneur du PSG, c'est Pochettino. Donc, on continue à comparer. Bien sûr qu'on va arrêter, puisque maintenant, en plus, il y a la trêve, etc. Donc, on va arrêter, mais on est obligé de comparer. Et effectivement, on a pris du plaisir. Alors, pas sur tous les matchs, mais sur beaucoup plus de matchs. Voilà, on a vu des choses, on a vu des principes, on a vu une amélioration, on a vu des changements de système, on a vu un investissement qui était au départ très bon. Après, il y a eu, voilà, c'était fluctuant suivant les matchs. Malgré tout, globalement, le bilan est positif. Juste rappeler aussi quand même que le bilan comptable, il est bon. Rappeler que, par exemple, Tourelle a fait mieux. Tu vois, c'est pas non plus on ne va pas survendre ce qui se passe en ce moment. Tourelle avait fait 14 victoires sur ses 14 premiers matchs de Ligue 1. Ce n'est pas le cas puisque tu as fait 2 matchs nuls cette saison. Donc voilà, Tourelle a déjà fait mieux. Maintenant, le bilan comptable est bon. Tu as marqué beaucoup de buts, notamment dans les premières journées. Ouais. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et de ce côté-là, ça peut être que positif par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. Et je rejoins Nico évidemment sur cette deuxième place avec Benfica qui gâche un peu le bilan finalement, parce que même si les circonstances sont un peu spéciales, le bilan c'est que tu es deuxième en Ligue des Champions et que c'est que Benfica qui est devant toi, même si encore une fois on répète, c'est pas, on sous-estime pas Benfica, c'est un grand club européen, c'est un grand club portugais, c'est un club qui a une histoire. Malgré tout, quand tu es le PSG et que tu aspires à gagner la Ligue des Champions, tu dois quand même finir devant Benfica. Voilà. Et c'est en plus de finir derrière, c'est surtout les deux matchs que tu as fait contre Benfica qui sont pas, qui restent un peu mitigés. Voilà, à chaque fois, il y a eu une mi-temps bien, une mi-temps pas bien. Tu n'as pas forcément poussé pour gagner. Bref, voilà. Il y a quelques petits points négatifs. Il y a une grosse marge de progression. Mais globalement, le bilan est positif. Pour revenir, avant de rentrer sur le changement de système qui a eu lieu directement à l'arrivée de Christophe Galtier, quand même un mot, même si on avait parlé en tout début de saison, mais un mot quand même sur l'arrivée de Christophe Galtier, peut-être pour ceux qui ne nous avaient pas entendus. À cette époque-là, Nicolas, quand il y avait des rumeurs entre Zidane et ensuite Galtier, et que finalement Galtier a été nommé, pour ceux qui ne t'avaient pas entendu à l'époque, parce que c'est vrai qu'on en avait longuement parlé, sur peut-être les doutes que tu pouvais avoir, ou peut-être aussi cette excitation de voir un coach comme Galtier relever le défi du PSG. Globalement, aujourd'hui, déjà, je voudrais ton avis de l'époque, du début de saison, ce que tu en avais pensé. Et puis aujourd'hui, globalement, est-ce que tu trouves que finalement, il fait le job ou il y a quand même des choses à redire? Ouais, grosse excitation, tu penses? On était sur les champs avec Yacine, on a fait la bringue toute la nuit. Non, il n'y avait pas une grosse excitation, on va utiliser les bons mots. Il y avait. Moi, j'étais un peu moins agacé qu'Yacine de l'arrivée de Galtier. Donc Yacine dira un petit peu lui pourquoi il n'était pas super chaud. Moi, j'étais. Honnêtement, alors désolé Matt Boston de reparler de Pochettino, mais j'étais tellement déprimé de ces 18 derniers mois que franchement, même Pascal Duprat, j'aurais peut-être été content, j'en sais rien, tu vois. Donc, carrément, ouais, je suis jamais dans l'excès en plus, c'est pour ça que je dis ça. Oui, toujours dans la nuance, mon cher Nico. Non, mais bon, voilà, moi, Galtier, c'est un personnage que j'apprécie. J'ai jamais été dans ces considérations marseillais, pas marseillais. Ça m'a jamais gêné par rapport à tout ça. Sur le coach en lui-même, c'est vrai qu'il était présenté comme un défenseur assez basique, assez défensif, avec assez peu d'idées. Alors, on ne va pas dire qu'il a révolutionné le football en 4 mois au PSG et que c'est devenu le nouveau Guardiola en termes d'approche tactique d'un match de foot, mais en tout cas, je trouve qu'il s'est plutôt bien adapté au club. Voilà, moi j'étais ni content ni triste de son arrivée, juste curieux de voir ce que ça donnerait. Et pour l'instant, en termes de gestion de groupe, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, je sais ce que certains diront, que c'est plus facile de gérer ce groupe quand tout va bien et que c'est au mois de mars, quand on va se prendre une énième élimination, qu'on va en rediscuter de tout ça. Donc effectivement, on le jugera quand les moments plus difficiles arriveront dans la saison. Mais pour l'instant, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien et je suis assez
Ouais, je suis assez content de cette première partie de saison de Galtier. Je trouve qu'il a fait le job et puis surtout, je trouve que c'est agréable d'avoir un entraîneur qui parle de football, même si on lui pose pas souvent de questions en conférence de presse là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, quand on lui parle de football, il est capable de répondre sur ça et ça change encore une fois de notre Russell Crowe argentin, comme j'ai vu passer sur le tweet. Ouais, je sais pas si c'est gentil pour Russell Crowe, mais en tout cas, ouais, ça change et voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal en tout cas. Merci Nico. Pareil, même question Yacine sur l'arrivée de Galtier. Bon, toi tu l'avais déjà expliqué que tu n'étais pas très chaud. Alors peut-être que les gens n'avaient pas entendu au mois d'août, peut-être qu'ils étaient encore en vacances, mais c'est quoi exactement je sais que tu avais des doutes sur le coaching de Galtier, peut-être la capacité à gérer un vestiaire où il y a énormément de stars. Comme l'a dit Nico, honnêtement, là où on est mi-novembre, moi, je trouve qu'il a plutôt bien géré. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discours de sa part quand il a été intronisé. Mais toi, à l'époque, tu avais quand même pas mal de doutes. Alors, sans doute parce qu'il n'avait peut-être pas d'expérience à ce niveau-là, en tout cas pour gérer des équipes type Paris Saint-Germain. Donc, c'était quoi exactement tes doutes à l'époque, Yacine? Et puis, tu nous diras aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il s'en sort bien ou pas? Bon, déjà, il y avait le côté marseillais. Moi, je reste là-dessus. Mais ensuite, oui, j'avais des doutes parce qu'il avait quand même construit des équipes sur un côté très solide d'abord défensivement et des équipes où tout le monde était impliqué sur le travail défensif. On se rappelle que l'année où Lille est champion devant nous, justement, comment les Bourac, etc., travaillent pour le collectif. Donc, j'avais déjà cette idée-là. J'avais ensuite des doutes sur. Alors, je vais bien expliquer parce que ce n'est pas des doutes sur la gestion d'un vestiaire de stars, entre guillemets, parce que pour avoir parlé avec beaucoup de joueurs et pour avoir lu beaucoup d'interviews, etc., les joueurs, en fait, ils ont pas forcément d'a priori sur un entraîneur moins connu. Et même Ancelotti te l'explique, même un entraîneur qui vient avec un gros CV, les joueurs, c'est comme les enfants, c'est-à-dire ils te testent pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, et ils voient ce que tu vas leur apporter. Et là, ils se disent, OK, il va nous apporter quelque chose, ou OK, c'est une arnaque, et finalement, ça va mal se passer. Donc, je pense que Galtier, par contre, est bien entouré, et il a un avantage énorme par rapport à ses prédécesseurs, c'est évidemment la connexion qu'il a avec Luis Campos, le directeur sportif. Et donc, tous les doutes là-dessus sur comment, en fait, faire évoluer cette équipe qui est complètement différente des équipes qu'il a eues, puisque, en général, je veux dire, si on compare, par exemple, le milieu de terrain de Lille avec le milieu de terrain du PSG, le milieu de terrain de Lille est un milieu travailleur. Alors, ça ne veut pas dire que ce pas des footballeurs, mais malgré tout, entre Benjamin André et Verratti, par exemple, il y a 2 mondes d'écart en termes de qualité technique. Donc, comment faire évoluer ces joueurs avec la conception du foot que tu as? Je pense qu'il est bien aidé par son staff aussi. Voilà. Maintenant, sur son bilan, il y a des choses positives. Moi, je ne suis pas encore totalement convaincu pour plein de raisons. Et notamment sur certains matchs, dans sa gestion du match, dans sa lecture du match, mais aussi, et on va revenir au fur et à mesure dans le podcast, par rapport à son interview d'hier. Voilà, je suis désolé, mais moi, hier, son interview d'hier, elle ne m'a pas forcément rassuré sur ce que je pense de Galtier, en fait. Oui, on reviendra tu me diras exactement qu'est-ce qui ne t'a pas convaincu. Est-ce que c'est la gestion des 3 de devant? Est-ce que c'est son coaching? Est-ce que c'est le recrutement qu'a eu cet été? J'imagine que c'est un peu tout ça. Donc, je le disais, dès qu'il arrive, Christophe Galtier, Nicolas, il change le système qui a été mis en place par Pochettino. Un système qu'on connaissait. Alors, vous pouvez appeler ça le 4-3-3, 4-2-3-1. Mais lui a pris la décision d'installer une défense à 3, donc à jouer dans un 3-4-3, un 3-5-2, appelez-le comme vous voulez. C'est quelque chose que tous les observateurs sous Pochettino avaient demandé, et puis même nous on l'avait réclamé parce qu'effectivement il y avait un effectif qui était capable de jouer, en 3-4-3. La saison dernière, c'est vrai, il y a un détail aussi, Nicolas, qui est important, c'est que Sergio Ramos n'était pas forcément disponible toute la saison. Il a très peu joué. Et on soupçonnait aussi Pochettino d'attendre aussi que Ramos revienne en forme pour pouvoir l'installer. Cette année, il va mieux. Il a installé le 3-4-3. Qu'est-ce que tu as pensé des premiers matchs dans ce système, Nico? Est-ce qu'il t'avait convaincu avant qu'il ne change de système? Alors, c'était après Marseille. Alors, déjà, je ne pense pas que Ramos soit l'élément central de ce dispositif. Et si Pochettino avait voulu le tester un peu plus durablement l'an dernier,
avec Marquis, Kimpembe, Danilo. Enfin, il y avait largement le quoi de mettre en place ce système déjà l'an dernier. Hein. Donc, la Libye Ramos, c'était un petit peu trop facile, je trouve. C'est vrai qu'on a tous réclamé ce passage à 3 derrière, essentiellement pour mettre en valeur le jeu des latéraux. Sur les premiers matchs, écoute, je trouve que c'était exactement ce qu'on attendait, avec une équipe très très concernée par le contre-pressing et la récupération rapide, avec des attaques rapides, avec un jeu direct, avec des latéraux très hauts. Alors pas suffisamment sollicités encore à mon goût, mais en tout cas qui participaient au jeu. D'ailleurs, Hakimi fait un très bon début de championnat. Et puis on va pas être hypocrite. On attendait tous ce système. Voilà, on attendait tous de voir ça. On était tous persuadés que c'était un système qui pouvait apporter énormément de choses. Je reste convaincu que c'est un très bon système quand on a des joueurs de côté aussi talentueux que Hakimi et Nuno Mendes. Maintenant, il y a une problématique qui s'est rajoutée à tout ça, c'est les 3 de devant. Voilà, c'est les 3 de devant et le déséquilibre que ça entraîne. Cette volonté aussi permanente de jouer dans l'axe et de pas du tout aller chercher les latéraux. Et l'absence d'un joueur de surface également. Quand tu vas chercher des joueurs qui peuvent centrer, si tu n'as personne pour réceptionner les centres, évidemment, c'est problématique. Donc, on s'est rendu compte au fil des matchs que quand les efforts ont commencé à diminuer, quand les jours d'été sont passés, que tout est beau, tout est rose quand on revient de vacances, mais qu'après, ça devient un petit peu plus compliqué, on a vu que le système fonctionnait moins bien. Et c'est là aussi où j'ai trouvé que Galtier avait été intelligent dans son approche, très pragmatique. Il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Il a repassé à un système à 4 derrière. Ça a fait du bien, je pense, au moment où il le fait. C'était vraiment un moment bien, bien choisi. Et on a aujourd'hui un PSG capable d'évoluer dans 2 systèmes. On l'a vu contre Auxerre. Voilà, c'est un système où tu es capable de basculer. Je pense qu'on a un système à 3 derrière sur les matchs qui vont être entre guillemets plus faciles. Et on aura un système à 4 sur les matchs qui seront plus compliqués contre des adversaires plus coriaces. Donc, c'est pas une mauvaise chose d'avoir comme ça 2 systèmes, d'avoir un petit peu plus d'arguments tactiques. Mais en tout cas, moi, j'ai pas été complètement convaincu, évidemment, par ce 3-4-3, évidemment. Je pense que le PSG, de toute façon, quel que soit le système aujourd'hui que tu vas adapter, c'est très difficile de réussir à trouver un équilibre avec ce profil de joueur devant. Mais en tout cas, je trouve que le pragmatisme de Galtier d'être capable de reculer un petit peu sur ce point-là, je trouve que ça a été une bonne chose. Donc, écoute, voilà, au moins c'est un système qu'on a vu, au moins on a pu juger, on a vu les qualités du système, on a vu aussi tous les défauts que ça a entraîné. Voilà, maintenant on va pouvoir, au moins on peut critiquer en ayant vu ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, c'est plutôt une bonne chose de ce côté-là. Merci Nico. Comme vient de le dire Nicolas, Yass, c'est vrai que tout le monde avait réclamé, Nicolas le premier, on avait souvent parlé sous Pochettino. Et Nicolas, il a soulevé quelque chose d'important, c'est aussi le mercato, Yacine. On a l'impression aussi que ce mercato, il n'a pas été fait dans le sens du 3-4-3. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de milieux qui ont été recrutés et que un des éléments essentiels, comme l'a dit Nico, quand tu veux faire jouer des latéraux en mode piston, c'est aussi d'avoir un numéro 9, un attaquant de surface pour réceptionner quelques centres. Alors évidemment, on nous a expliqué qu'ils ont tenté Lewandowski et qu'ils n'ont pas pu le faire. Ils auraient pu tout aussi bien aussi, parce qu'on avait parlé aussi de Scamacca, l'attaquant italien. Mais on a l'impression qu'il n'y avait pas de plan B, plan C, plan D. Et finalement, le recrutement, est-ce que selon toi, il était aussi judicieux pour installer ce 3-4-3 ? Moi, je pense que, et je l'avais écrit dans un papier au mois début septembre, que le recrutement, pour moi, il était orienté vers 3 milieux de terrain et pas 2. C'était faux. Je pense que j'ai l'impression qu'il voulait doubler les postes pour un 4-3-3 en fait. Mais bien sûr. Et moi, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que si Galtier passe au 3-4-3, il y a une première raison, c'est qu'il sait que ça a été réclamé, il sait qu'il a les pistons pour. Mais je pense qu'il le fait surtout, en fait, pour sortir les joueurs de leur zone de confort du 4-3-3 qui est mis en place par Pochettino ou 4-2-3-1, comme vous voulez, mais bref. Parce que souvent, les coachs, même un coach lui-même, quand il change de système, il le fait pour des raisons tactiques, évidemment, d'adversaire, de contexte, de joueurs disponibles. Mais il le fait aussi parfois, en fait, pour redonner de la concentration et de l'investissement aux joueurs, pour éviter de les laisser dans un confort. En gros, on connaît le système, on connaît tout, on a nos repères, et en fait, tu vas en chaussons. Et je pense qu'il a fait exprès pour sortir les joueurs de leur zone de confort, pour montrer qu'il y avait un changement avec ce qui s'était passé avant,
Et parce qu'il savait qu'il pouvait le faire. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'il n'aurait pas mis le 3-4-3 si tu n'as pas les joueurs pour le faire sur les côtés, notamment, et 3 défenseurs axiaux. Donc, en fait, c'est tout ça qu'il a mélangé. Il s'est dit, OK, c'est le moment de changer. Mais je pense que dans sa tête et dans le recrutement, on le voit, c'était pas voué à tenir sur la saison. La deuxième raison, c'est aussi, et il l'a dit lui-même, c'est parce que les milieux de terrain qui ont été recrutés et qui donnaient cette idée du 4-3-3, en fait, ont été recrutés tard. Et il ne pouvait pas les intégrer tout de suite. On parle de Renato Sanchez, Fabian Ruiz et dans une autre mesure Carlos Soler. Voilà, parce qu'en fait, quand il lance la saison au Japon et les premiers matchs, finalement, tu as qui disponible au milieu? Tu as Verratti, Vitinha, et à la limite, tu as Zaïre Emery. Mais c'est tout, à ce moment-là de la saison. Tu as Danilo qui peut aussi jouer à ce poste-là, Yacine. Voilà. Tu as Paredes, il est en instance de départ. Enfin, tu as plein de choses. Donc, du coup, je pense qu'il y a tout ça réuni et il s'est dit, voilà, pour l'instant, on va démarrer comme ça, mais je sais qu'on ne va pas aller au bout comme ça. Voilà. Il faudra attendre le bon moment. Le bon moment, c'est Fabian Ruiz qui enchaîne les entraînements et qui commence à jouer et qui monte en puissance. Voilà, c'est aussi la suspension de Ramos qui tombe très bien puisque dans l'idée de Galtier, Marseille, c'est un match charnière pour le changement. Et comme par hasard, Ramos est suspendu sur ce match-là. Donc, tu as un défenseur central en moins. Voilà, il y a plein de petites choses qui lui ont permis, en fait pour l'instant, l'avantage qu'a Galtier, entre guillemets, c'est que tout s'est bien goupillé. Voilà. C'est-à-dire que le match de Marseille, il change de système, mais en fait, il n'y a pas Ramos. Donc, il n'est pas obligé d'en mettre un sur le banc. Et après, tu as Kimpembe qui se blesse, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, dans sa gestion, il n'a pas eu non plus de contraintes majeures pour dire je dois choisir entre Kimpembe, Marquinhos et Ramos pour en mettre que 2. Voilà, il n'a pas eu ce cas-là. Voilà. Donc, écoute, le 3-4-3, il a donné satisfaction parce que je pense aussi que justement, ce que cherchait Galtier, c'était l'investissement, c'était la zone de confort, sortir de la zone de confort, et qu'en fait, les joueurs ont adhéré tout de suite, ou en fait ont été pris, nouvel entraîneur, nouvelle saison, la Coupe du Monde, donc ils se sont investis, et les premiers matchs ont donné satisfaction là-dessus. Et puis après, au fur et à mesure, tu commences à être lisible, il y a un petit peu moins d'investissement, et donc du coup, voilà, il y a ce début de réflexion de se dire, maintenant, c'est le moment de changer de système, et il l'a fait après Benfica et donc contre Marseille. Nico, il y a aussi dans ce 3-4-3, il y a aussi l'apport de la recrue Vitinha, où on a vu quand même dès le début de saison que ça a vite pris, et notamment la complicité avec Marco Verratti. Et après, on a senti effectivement que ça s'est soufflé un peu, et notamment le niveau de Vitinha. Mais est-ce que selon toi, c'est ce qui a fait aussi que Galtier a maintenu ce système un long moment avant de le changer, malgré le fait qu'on sentait que le système s'est soufflé, que vers la fin, avant Marseille, voilà, le PSG n'arrivait jamais à se mettre à l'abri pour faire tourner son équipe, etc. Il y a eu plein de matchs où on était un peu frustrés quand même. Attends, juste Mousse, je réponds à une question tout de suite. Oui, effectivement, on dit le 4-3-3, mais c'est un 4-4-2 en losange, donc 4-3-1-2. Mais quand on dit 4-3-3, en gros, c'est pour résumer, dire il y a les 3 milieux. On dit qu'il y a 3 milieux, quoi. Ouais, voilà. Vas-y, Nico. Hein. Je me souviens un peu de la question, Mousse. Non, je te disais, est-ce que selon toi, l'apport de Vitinha dans ce système-là, qui a été plutôt bon, avant qu'effectivement son niveau ne s'effrite un peu, parce qu'il est un peu moins bon ces derniers temps, est-ce que selon toi, c'est aussi pour ça que Galtier a maintenu ce système un bon bout de temps? La complicité aussi avec Verratti. Le système, de toute façon, à 3 derrière, c'est une des limites de ce système, c'est que tu as un milieu de terrain qui est affaibli en nombre. Et c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, Vitinha Verratti, effectivement, belle complicité dans le jeu. On sent que c'est deux mecs qui ressentent le football un petit peu de la même manière. Assez complémentaires avec Vitinha qui a plus un volume de course qu'un Verratti qui est plus dans la passe. Enfin, moi, je trouve que cette association, elle est intéressante. Maintenant, effectivement, tu rajoutes déjà, je trouve, les limites du système comme ça, avec seulement 2 milieux, au fait qu'en plus, ils se sont assez essoufflés parce qu'ils ont été très, très, très utilisés par Galtier dans cette première partie de saison et que ça a été vraiment énergivore pour eux. Moi, j'aime beaucoup ces deux joueurs, mais je trouve qu'ils n'ont pas un profil pour jouer à deux. Voilà, aujourd'hui, oui, contre Auxerre, c'est des matchs faciles où tu peux te permettre d'avoir ce genre de profil-là, mais quand tu vas affronter des grosses équipes, je pense à City ou au Bayern, tu peux pas avoir un milieu avec 2 mecs qui sont juste là pour compenser les placements des uns, le non-repli d'autres. C'est pas possible avec ces 2 profils-là. Je pense que peut-être avec un mec, toi, voilà, des mecs genre, si tu as un milieu, je sais pas,
Alors, je vais parler de joueurs costauds, excusez-moi. Je sais déjà ce qui va se passer, mais je vais quand même le faire. Allez. Tu mets un Tchouaméni et un Fofana, par exemple, tu vois, c'est pas du tout le même travail défensif que tu vas leur demander avec un Vitinha, un Verratti. Donc, eux, ils compensent énormément par la course, plutôt que voilà, ils ont pas ce côté physique, c'est difficile pour eux. Et puis surtout, encore une fois, c'est des joueurs qui ont été surexploités, qui se sont fatigués. Vitinha, surtout, on a vu, Vitinha, il a commencé à tirer la langue à partir de la mi-octobre. Donc aujourd'hui, c'est deux joueurs qui seront, à mon avis, vraiment bonifiés avec un troisième milieu à côté d'eux. On l'a vu d'ailleurs avec Fabien Ruiz. Moi, j'ai trouvé que ces trois profils-là, ils peuvent vraiment être très, très intéressants ensemble. Et je ne pense pas qu'on puisse imaginer battre les grosses écuries européennes avec seulement un milieu Vitinha-Verratti. Voilà, c'est deux joueurs que je trouve vraiment exceptionnels. Mais même si Yacine lève le doigt, mais c'est pas toi qui as la parole, donc tu te tais. Ça, je me tais, je lève le doigt. Là, je le surveille, tu vois. Mais non, pour moi, il est animateur, chroniqueur et modérateur. C'est ça. Pour moi, tu peux pas aller, tu peux pas aller chercher des grosses équipes européennes avec juste ces deux milieux-là. Et, encore une fois, par rapport à l'ensemble, hein, tout ce qu'il y a autour d'eux aussi. Voilà, on leur demande trop, et je trouve qu'ils se perdent dans des courses, dans des replacements, dans des compensations. Et donc, pour moi, dans les gros matchs, voilà, le milieu à 3, il va devenir indispensable, obligatoire. Avant que tu ne répondes, Yacine, à Nico, je veux dire quelques commentaires sur le chat. Peu importe s'il ne s'est jamais autant projeté que depuis qu'on est passé à 4 derrière. Ça, je pense qu'il parlait d'Hakimi, pardon. Karim qui nous dit on bricole au milieu et en attaque, nos meilleurs joueurs individuellement, on n'a pas de vrai buteur. Bon, ça n'a pas trop de rapport. Pour remplacer qui et dans quel système a été recruté Solaire? Ouais, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, tout le monde disait que le passage à 3 centraux allait aider Hakimi. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Il a été fantomatique et revient bien depuis le passage à 4. Ça, c'est vrai qu'on l'avait aussi souligné. Il y a beaucoup de commentaires hein, sur le système, le premier système. C'est très vrai, le changement de système fait suite aux blessures des centraux. Oui, ça, c'est ce que vient de dire Yacine. Défensivement, l'équipe fait peur et quand Verratti est là, c'est le trou. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, notre ami, mais tu pourras peut-être en dire plus. Vas-y, Yacine, tu voulais répondre à Nico, tu n'étais peut-être pas forcément d'accord. Alors, je suis d'accord avec Nico sur D'ailleurs, Yacine, je te coupe. Est-ce que tu peux mettre la déclaration de Galtier qui parle justement du changement de système? Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Mais elle y est là, c'est celle-là. J'attendais c'est celle-là. D'accord, ok, ça marche, pardon. En fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec Nico sur le profil de Vitinha et Verratti. Mais en vrai, je vais essayer d'expliquer un truc en comparant avec Chelsea. Chelsea a Jorginho et Kanté. Alors, ok, c'est pas Verratti, Vitinha, il n'y a pas de problème. Malgré tout, c'est pas deux costauds, c'est pas Casemiro, c'est pas voilà. En fait, le truc du 3-4-3, le vrai problème du 3-4-3, ça a été en fait le bloc qui a été trop vite coupé en deux. Et Galtier l'a expliqué hier justement, et c'est ce qu'il explique là dans sa déclaration. Le truc, c'est que le 3-4-3, il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. Et la différence avec Chelsea, par exemple, c'est que tu as des joueurs devant, comme Kai Havertz, comme Mason Mount, comme même l'Allemand qui était devant et que je trouve pas bon du tout. Werner. En fait, ils ont ces profils-là. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent beaucoup et parce que quand ils récupèrent le ballon, en fait, ils se projettent très vite. Et Werner, c'est le profil type du joueur qui, pour moi, n'est pas un bon joueur de football. Par contre, il fait énormément de courses pour ouvrir des espaces à justement aux joueurs du milieu qui vont se projeter, Havertz, etc. D'ailleurs, le but en finale de Ligue des Champions, il vient de là. Il vient d'un appel de Werner qui ouvre et c'est Havertz qui va terminer. Et en fait, nous, on n'a pas ces profils. Et le problème du 3-4-3, c'est que c'est un système qui n'a aucune sécurité si ton bloc est coupé. Alors que le 4-3-3, justement, comme tu as un milieu en plus et au cœur du jeu, en fait, tu peux avoir plus de compensation. Et du coup, avec les profils qu'il y a au PSG, bah oui, le 3-4-3, il va en fait limiter ton expression et il va te mettre en difficulté. C'est d'ailleurs ce que dit Galtier à chaque interview de toute façon, que c'est cet équilibre qu'il a recherché et c'est aussi pourquoi il a rajouté un milieu. Parce que cet équilibre, en fait, il existe quand tout le monde a le même profil et tout le monde travaille ensemble.
Sauf que nous, on a 2 joueurs déjà qui ne travaillent pas du tout. Donc, ce n'est pas possible, en fait, sur la durée, de laisser Verratti et Vitinha. Et même si on avait Jorginho et Kanté, qu'on gagnait la Ligue des Champions dans ce système, on les aurait mis en difficulté. Parce que Jorginho et Kanté, ils avaient des joueurs qui travaillaient devant eux. Et c'est toute la différence avec le PSG. Voilà, c'est ça que je veux dire sur le 3-4-3, en fait. Parce que dire on ne peut pas gagner la Ligue des Champions en 3-4-3, c'est faux, puisque Chelsea l'a gagné en 3-4-3. Non, je dis pas. Non, je dis pas toi, Nico. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est surtout le PSG, le profil du PSG actuel ne permettra pas, parce qu'effectivement, ce bloc coupé en deux, c'est un vrai problème, mais c'est pas que Pochettino l'a vécu, Tourelle l'a vécu aussi, Galtier n'y échappe pas, mais il y a un truc qu'on avait vu avec Tourelle à l'époque et qu'on n'a pas trop revu, c'était ce côté un peu, cette position un peu hybride qui donnait justement à Marquinhos. Je trouve que c'était justement intéressant. Et si effectivement tu veux jouer dans une défense à 3, il faut être capable, je pense, d'alterner 3 derrière quand tu es en position de défense et de passer te faire monter un milieu comme ça, enfin un défenseur dans le milieu. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu, je trouve, avec Galtier. Mais c'était une des solutions, voilà, c'est de redonner un rôle hybride à un joueur. Mais bon, c'est pareil, ça exige beaucoup de réglages, beaucoup de complicité, beaucoup de travail tactique. Tu n'as pas forcément le temps. Et puis, on n'en a pas parlé, mais Galtier, il était aussi soumis à des résultats assez rapides parce que, comme on l'a déjà dit dans le podcast, imaginez le PSG 2e ou 3e de Ligue 1 là, pendant 1 mois et demi de Coupe du Monde. Ça aurait été très compliqué à gérer, très compliqué à assumer. Je pense que Galtier, il avait non seulement, effectivement, c'est tout à son honneur, envie d'installer un nouveau système, mais il avait aussi, je pense, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas vu une grosse rotation dans de nombreux matchs, c'est qu'il y avait aussi une grosse envie, à mon avis, d'assurer des points, de passer l'hiver tranquillement en qualifiant Ligue des Champions, bon, même s'il y a eu le couac de la 2e place, et puis surtout d'être en leader solide de Ligue 1. Donc tout ça fait que il n'y avait peut-être pas de temps de ça, pas assez de temps, je pense, aussi pour tout travailler. Mais je pense que ce système hybride avec Marquinhos qui s'intercale au milieu, je pense que c'est peut-être le système dont parle Galtier, qui parle d'un 3e système possible. Moi, je suis sûr que c'est plutôt ça qu'un 4-4-2 classique à plat ou je sais pas quoi. Je relis la déclaration, je vais en lire une partie. Il dit « Je savais qu'on allait changer de système. J'ai pris la décision de changer de système avant Marseille pour avoir plus de densité à l'intérieur du jeu, récupérer le ballon plus haut, mais aussi pour que nos 3 fantastiques puissent se retrouver chacun dans leur zone préférentielle. » Est-ce que c'est pas ça qui t'a déplu, Yacine? Enfin, ce discours-là où il cherche systématiquement, il parle pas de bloc ou d'équipe. Systématiquement, il parle de mettre à l'aise les 3 joueurs devant, mais ce qui entraîne fatalement un déséquilibre. Et tu as souvent les défenseurs ou les milieux qui sont un peu dépassés. Moi, ça, c'est une des choses qui m'a dérangé. Hier, moi, j'avais l'impression d'écouter un fan. Nous, on se bat toute l'année pour éviter de dire les 3 fantastiques. Lui, il est coach du PSG, il arrive sur RMC, il dit les 3 fantastiques et c'est lui qui prononce le mot en premier. Mais quand même, à un moment donné, c'est pas sérieux. Tu peux apprécier le fait d'être au PSG, d'entraîner ce type de joueur parce que sûrement que dans tes pensées, tu as sûrement de l'ambition, tu en avais peut-être rêvé, mais tu ne pensais pas que ça allait arriver, en tout cas ces 3-là, et d'un coup, tu les as. Alors, moi, j'ai vu un fan, et oui, je répète que dans ce discours-là, le problème, c'est de toujours dire, c'est de mettre les 3 dans les meilleures dispositions. Et en fait, moi, ce n'est pas ma conception du foot, et pas par rapport aux 3. C'est que ça joue à 11 le foot. Donc, voilà. Et puis, totalement, ça peut créer, Yacine, ça peut créer aussi une frustration, voire une jalousie pour le reste du vestiaire, en tout cas le reste du 11, quoi. Mais déjà, il y a ça, évidemment. Et surtout, on a répété depuis 2 ans, 1 an et demi, on joue en 7+3. En fait, il est en train de nous expliquer qu'on joue toujours en 7+3. C'est-à-dire qu'il y a les 3, et après, moi, je mets 7 autres joueurs pour essayer d'avoir un équilibre, de trouver ça, de ceci, de cela. Mais moi, ça me dérange. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de dire comment je construis mon collectif pour qu'il soit le plus fort. Et évidemment, eux, après, c'est le facteur X, c'est le truc en plus. Mais si c'est eux 3, et d'ailleurs, on peut peut-être prolonger un peu sur l'autre déclaration, sur où on en parle après dans le côté offensif, je ne sais pas, sur le fait de ne pas les sortir. Ah bah oui, on en parlera après, ça. Voilà. Donc, mais c'est tout ça, ça veut dire qu'en fait, ton équipe, c'est les 3 et les autres. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision du foot. Voilà. Et je ne suis pas d'accord avec cette vision du PSG parce que c'est aussi ce qui nous a coûté plein de matchs, à savoir que les 3 étaient une partie de l'équipe et le reste de l'équipe faisait un autre match pratiquement. Et ben, si j'extrapole un peu,
Bah, moi, j'attends rien en février-mars. C'est-à-dire qu'il arrivera toujours la même chose. C'est-à-dire que si les 3 de devant sont dans un jour exceptionnel, bah oui, ça peut passer parce qu'évidemment, ils ont le talent. Mais si ils ne sont pas forcément dans un bon jour, bah, tu ne passeras pas parce que ton collectif ne t'aidera pas à passer puisqu'il est là juste pour mettre les 3 dans les meilleures dispositions qui brillent. Voilà. Y a Enixman qui nous dit, je ne vois pas très bien, je crois que c'est ça. En fait, l'idéal aurait été de pouvoir alterner entre Né, il a écrit Né, N-E-Z. C'est correcteur, ça. Donc, je reprends. En fait, l'idéal aurait été de pouvoir alterner entre Né et Léo en 10, mais ce n'est pas possible de ne pas les faire jouer ensemble. C'est en gros ce qu'on disait. Et par rapport à ce que tu disais, Nico, sur le système hybride, c'est Matteo qui nous dit Galtier a mis en place le système hybride contre Auxerre où Danilo redescendait en défense centrale en phase défensive. Voilà ce qu'il nous dit pour ce que tu disais sur le système hybride. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Après, contre Auxerre, tu as 80% de possession de balle. Je ne sais pas si on peut prendre ce match comme une référence. Mais... Ouais, c'est vrai. Et puis oui, c'est vrai qu'on l'avait dit, l'adversité, elle n'était pas folle. Avant de continuer sur le reste des matchs, et notamment l'après-Marseille, parlons tout de suite de la Ligue des Champions, en tout cas des matchs qui nous intéressent, des 2 matchs, enfin, je parle du match de Benfica, évidemment, l'aller-retour, c'est ce match-là qui nous a mis un peu dedans. Pour le reste, on a fait le job, même si, Nico, on a été bousculé même par le Maccabi Haïfa et je crois que c'était au parc ou chez eux, on a été vraiment bousculé. Non, à l'aller chez eux là, pendant 20-25 minutes. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et tu as eu aussi la deuxième mi-temps face à Turin, Nico, où comment ça s'appelle, les Turinois reviennent au score, en tout cas marquent un but. Ça reste cette campagne de Ligue des Champions. Même si Paris est qualifié, finit deuxième ex-aequo avec Benfica, mais sur le meilleur du groupe, on l'a dit tout à l'heure, c'était Benfica, il n'y a pas eu de victoire. Et on a été bousculé un peu contre la Juve, une Juve qui était franchement fantomatique depuis le début de saison en Serie A, et par un club comme le Maccabi Haïfa. Donc, est-ce que, évidemment que le PSG est qualifié, hein, mais le parcours, il n'est pas fou, Nico? Bah, il n'est pas fou, ouais. Je te parle dans le jeu, parce que les points… Non, mais c'est 14 points sur 18 possibles. Alors, effectivement, il n'y a pas la victoire contre Benfica que tu dois gagner. Franchement, quand je vois la deuxième mi-temps qu'on fait là-bas et le match qu'on fait au parc, c'est une équipe qu'on doit battre assez tranquillement. Maintenant, tu sais, la Ligue des Champions, moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, être premier ou deuxième, pour moi, et Yacine, on ne va pas relancer le débat, mais pour moi, à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose pour le PSG, parce qu'on a vu que la fois où ils ont fini premier, ils se sont mangés le Real, pendant que le Bayern deuxième se mangeait Beşiktaş. Donc, il y a une grande part de réussite sur la fin. Ce qui est plus embêtant sur cette campagne de Ligue des Champions, je trouve que c'est effectivement, t'envoies pas encore une fois le message d'une équipe en mode rouleau compresseur. Mais on peut aussi te répondre que ça ne sert pas à grand-chose d'être rouleau compresseur fin octobre, début novembre. C'est en février-mars qu'il faudra l'être. Donc, moi, cette campagne de Ligue des Champions, j'ai pas trop de regrets sur cette campagne. Je trouve qu'ils ont fait le job, franchement. Ça aurait dû finir premier parce que le scénario qui s'est passé à Haïfa contre la Juve, il est complètement improbable. Donc, ça peut largement faire premier. Et puis, oui, tu nous parles du match Haïfa. Ouais, ils ont été bousculés 20 minutes parce qu'ils sont arrivés en mode touriste, qui se sentaient tellement supérieurs qu'ils savaient que ça allait être facile de gagner là-bas. Et ça l'a été finalement au bout du compte. Même Turin en retour, Nico. Franchement, c'était pas… Voilà, quoi. Mais Turin en retour, oui. Turin en retour, c'est un match où tu es qualifié, où la première place, elle est quasiment assurée, sauf retournement de situation hallucinant. C'est un match à 15 jours de la Ligue de la Coupe du Monde. Moi, j'aimerais, comme vous, avoir des campagnes de Ligue des Champions en poule où on éclate tout le monde 5-6-0, comme est capable de le faire le Bayern, qui va punir le Barça la dernière journée. À l'arrivée, c'est pas ça qui te donnera une victoire en Ligue des Champions au mois de mai, tu vois. Donc, je pense qu'il y avait mieux à faire. C'est évident, encore une fois, je le dis bien, hein, mais je fais pas partie de ceux qui disent oh là là, c'est horrible, on n'a pas battu Benfica, on a fini deuxième, c'est foutu, la saison elle est morte. Voilà, les amis, je vous le dis, moi la Ligue des Champions, ça commence en février. Le match aller contre le Bayern, voilà, c'est là où il va falloir être très fort, c'est là où il va falloir monter de quoi tu es capable. Bon,
écoute, que tu sois premier, deuxième, que tu battes pas le Benfica, si tu vas gagner la Ligue des Champions au bout du compte, ce sera anecdotique tout ça, encore une fois. Mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Ouais, sur le chat, on me dit Mousse, tu devrais porter des lunettes. Tu n'as pas tort, parce que je vois absolument rien de vos commentaires. En plus, je suis sur mon téléphone portable, donc va falloir vraiment que j'investisse, que j'aille voir l'ophtalmo, parce que ça va pas du tout. Yacine, on connaît ta position sur le fait de finir premier, deuxième. On a eu un long débat et on n'était pas tous forcément d'accord, notamment entre toi et Nico. Mais globalement, sur cette campagne, quand tu vois le tirage, Yacine, c'est vrai qu'il y a eu. Je ne suis pas trop d'accord avec Nico. Effectivement, ils ont fait le job, ils sont qualifiés, mais dans le comportement, dans l'investissement, en tout cas, Yacine, et je le redis, même si c'est à 15 jours de la Coupe du Monde, il y a le match face à Turin, il y a 25 minutes contre le Maccabi Haïfa, pardon. Il y a aussi le relâchement face à Benfica. Dans l'investissement, c'était pas ça, en tout cas, Yass. Alors, juste moi, je réponds à quelqu'un vite fait sur Federer. Réponds à qui tu veux, Yacine. Je vois que tu aimes répondre aux gens, donc fais-toi plaisir. Ils sont là sur le chat, donc. Bien sûr, évidemment. Federer 68 qui me dit je te comprends, Yacine, mais il faut reconnaître que quand tu as ces 3 joueurs, tu te sens obligé de construire autour d'eux. Ils peuvent te faire gagner à tout moment. En 2000, la France jouait pour Zidane, le Barça pour Messi. Alors, juste une précision, il n'y a aucune équipe qui joue pour 3 joueurs, en fait. Et ces équipes-là jouaient pour 1 joueur. Et tu peux même rajouter le Real avec Ronaldo, c'était toujours que 1 joueur. Nous, on doit jouer pour 3 joueurs. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que tu organisais un collectif à 10 plus 1, là, tu es à 7 plus 3. C'est pas du tout pareil. Donc, je l'expliquerai après quand on reviendra aux joueurs offensifs, un peu plus longuement. Pour revenir à Benfica, moi, le regret, il est… En fait, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Le problème, ce n'est pas de faire match nul ou de perdre contre Benfica. Le problème, en fait, c'est d'avoir joué ce match retour en deuxième mi-temps en te disant il y a match nul, on est qualifié à la fin de ce match. Bon, ben, on ne va pas aller chercher à faire plus. Ça nous évitera peut-être d'aller à Turin en étant encore pas qualifié. Mais non, à un moment donné, quand même, tu dois être capable d'imposer quelque chose et d'aller chercher quelque chose. Et ça m'a posé problème plus que le résultat. Je vais juste donner un exemple pour rejoindre Nico. Moi, le problème de la deuxième place, il était plus dans ce côté investissement, comme tu dis, Mousse, mais aussi, encore une fois, pour recevoir au match retour. Voilà, je trouvais que c'était important. Maintenant, je vais prendre l'année où Liverpool gagne la Ligue des Champions. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Liverpool ne gagne pas un match à l'extérieur avant les quarts de finale, je crois. Donc, évidemment que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas parce que tu finis premier et que tu tapes tout le monde que tu vas gagner avec des champions. Et ce n'est pas parce que tu as fait une contre-performance que tu ne vas pas la gagner. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est encore une fois que sur certains matchs, je n'ai pas vu une équipe qui était venue pour marcher sur l'autre et pour dire, voilà, on va prendre les points. Et de toute façon, il n'y a pas débat. La première mi-temps à Benfica, elle n'est pas bonne. La deuxième est bonne. Tu ne gagnes pas. Voilà, bon, ça fait une mi-temps chacun. Contre Benfica, la première mi-temps est plutôt mieux que Benfica. Tu mènes. Ils reviennent mieux que toi en deuxième mi-temps. Ils égalisent et tu ne fais rien pour aller chercher la victoire. La preuve, c'était un des matchs où le PSG a le moins tiré de la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont même pas essayé. Voilà, en gros, il y a match nul, ça arrange tout le monde. OK, on reste là. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange. Voilà, c'est ce manque d'ambition. Yacine, sur les grands clubs européens, tu n'as pas l'impression qu'il y a cette mentalité. Alors, peut-être Madrid, que ce soit l'année dernière ou même cette année, mais tu citais Liverpool, Manchester City ou le Bayern, tu n'as pas l'impression qu'eux, ils fonctionnent avec cette mentalité à jouer petit bras, à se dire, voilà, on est qualifié, on ne va pas en faire trop. Et c'est ça qui manque, et ça ne date pas de cette saison. C'était pareil. Yacine. Et justement, tu vois, tu prends l'exemple de City, il y en a qui vont te dire, ah, mais City, ils ont fait match nul à Copenhague. Mais regardez l'équipe qu'il avait alignée. Alors, ok, c'est des très bons joueurs de City, mais il avait quand même envoyé plus de 6 remplaçants sur ce match-là. En gros, ce match-là, il comptait déjà plus pour eux. Ils étaient sûrs d'être premiers. Donc, c'est quand même pas les mêmes contextes. D'ailleurs, je remercie la Pastorati qui dit effectivement, le Bayern, ils avaient fait 3 défaites. Le Liverpool, ils avaient fait 3 défaites en poule à l'extérieur. Donc, tu vois, quand tu prends 3 défaites, enfin, si le PSG fait 3 défaites en poule, on est là, on les massacre. Et pourtant, Liverpool est allé au bout. Donc, voilà. Maintenant, c'est sûr que… Mais tu vois, Yacine, juste là-dessus, toi, la différence aussi, c'est que le Real, ils font match nul à Leipzig, si je ne me trompe pas, en poule là, cette année-là. Ouais. Le PSG, quand tu fais match nul à Leipzig, le PSG se fait démonter. Ouais, mais considère que c'est pas normal. Mais parce que je pense qu'en fait, le Real, ils ont assez de références après pour dire c'est pas un problème. Nous, on les a pas, ces références. Encore une fois, si on avait fait 5 demi-finales en 7 ans, Paris finisse deuxième, je te dis, mais vas-y, on s'en fout de toute façon. Ça ne change rien. Mais sauf qu'on est sorti 4 fois
ou 4 fois ou 5 fois. Il y a toujours cette crainte, Yacine, effectivement, de sortir en 8e, parce qu'on sait qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe, mais on sait aussi qu'on est capable de sortir en 8e. Mais voilà, on n'a pas ces certitudes. Alors que Liverpool, ils vont en finale, ils la perdent. L'année d'après, ils vont en finale, ils la gagnent. L'année d'après, la finale, qu'ils perdent, ils font ces 3 défaites à l'extérieur. Mais en fait, ils sont déjà allés en finale. Ils ont cette expérience, cette référence. Nous, on n'a pas cette référence. Et c'est ça, je pense, la vraie différence. Le Real, en gros, on va même t'expliquer que c'est normal qu'ils perdent des matchs en poule, parce que de toute façon, le Real est programmé pour les matchs coup près. Tu vois ce que je veux dire? À notre différence, à nous. Donc voilà. Bref, pour finir, moi, je pense que c'est vraiment des petits détails comme ça qui font aussi. Moi, je répète que l'exigence, en fait, ça ne se construit pas entre janvier et février. Ça se construit toute l'année. Voilà. Et c'est ça qui me dérange plus que le fait de faire 1 contre Benfica. Parce que l'année dernière, je le redis ici, je l'avais dit dans un podcast précédent, Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions contre Benfica, l'année dernière, ils souffrent. Ou en 8e, je ne sais plus, mais ils souffrent. Benfica, ils sont capables de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Tu vois, c'est pas un drame de faire 1 contre Benfica. Ce qui me dérange, c'est de l'avoir fait de cette manière-là. Je pense qu'on peut passer à la deuxième deuxième moitié de la première partie de saison. Donc là, on a parlé de la Ligue des Champions. Et on va en venir après ce fameux match de Marseille et ensuite le changement de système. Et tu l'as dit, hein, Nico, hein, il y a eu cette intelligence de Galtier de se dire, bon, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Il y a évidemment ce que disait aussi Yacine, hein, il y a le contexte, il y a les blessés, il y a Ramos qui est exclu aussi, je crois, pour 3 matchs. Mais voilà, il a tout de même changé son système. Ça a été un peu mieux quand même, Nico, quand on est repassé à 4 derrière et qu'on a rajouté un milieu de terrain et c'était Fabien Ruiz. Ouais, c'est vrai que ça a coïncidé aussi avec effectivement la montée en puissance de ce joueur. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, ce système à 3, il te donne une assise beaucoup plus équilibrée. Il te permet effectivement d'avoir un rôle pour les 3 de devant beaucoup mieux également réparti. Tu mets Mbappé sur le côté gauche qui préfère. Tu donnes beaucoup de liberté à Messi et puis tu laisses Neymar un petit peu à la baguette de tout ça. Donc ça fonctionne bien. Tu as quand même un gros déséquilibre côté gauche qui est assez criant. Mais à l'arrivée, en Ligue 1, ça suffit largement. Et moi, globalement, j'ai trouvé que c'était… honnêtement, en Ligue 1, je trouvais que c'était sérieux. Il y a eu des matchs flamboyants, il y a vraiment eu des bonnes choses. Il y a eu après beaucoup de sérieux. Il n'y a pas eu, comme on avait vu les années précédentes, du relâchement avec Pochettino. Enfin, je vous rappelle prenez le match à Lorient, par exemple, comparé avec ce qu'on avait vu avec Pochettino. Tu avais une équipe qui, dès qu'elle était soit menée, soit dès que ça allait moins bien, ça partait dans tous les sens. Il n'y avait aucune capacité de réaction positive dans cette équipe. Je trouve que cette année, le PSG a montré sur pas mal de matchs en championnat des vrais signes de caractère. C'est une équipe qui est sûre de ses forces, évidemment, c'est normal, mais tu vois, le match à Lorient, par exemple, je ne suis pas sûr que c'est un match que tu gagnes il y a 2 ans, ça, tu vois, quand tu as Lorient qui égalise comme ça. Même en étant moyen, même en gérant, même en faisant attention à pas de blessés, je trouve qu'ils ont bien fait le boulot. Et j'oublie pas également le calendrier de dingue, hein, parce que même s'il n'y avait pas de matchs internationaux là ces derniers mois, ou du moins, on va dire, voilà, ils ont quand même énormément joué. Avec, je le redis une nouvelle fois, une Coupe du Monde qui arrivait mi-novembre, donc c'est humain également que 3-4 semaines avant, tu commences aussi à te faire dans ta tête quelques mauvais films en te disant c'est vraiment pas le moment de se faire mal. Donc je trouve qu'ils ont respecté la Ligue 1 en tout cas, et globalement, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur le parcours en championnat, parce que les 2 nuls qui ont été concédés, bon, écoute, c'est comme Après, ça. Nico, il y a une réflexion de Stungart qui nous dit ça se voit aussi sur le nombre de matchs gagnés avec 1 but d'écart. Ils font pas l'effort de finir le taf et se mettre à l'abri. Même problème de manque d'exigence. Bah ouais, enfin bon. Nico, hein. Bah non, enfin, ouais. Il y a eu une période où effectivement ça s'est resserré un peu. Enfin, on finit sur 5-0 contre Auxerre, on en a mis 3 à Ajaccio, on a été éclaté Clermont, éclaté Lille. Enfin, il y a eu quand même aussi des grosses victoires. Après, contre Lyon, contre Marseille, par exemple. Non, mais on l'a dit souvent, c'est une équipe qui a un petit peu. Alors déjà, il y a eu un gros problème d'efficacité tout le mois d'octobre. Il y a vraiment à ce niveau, le curseur efficacité a chuté de manière assez spectaculaire entre mi-septembre et on va dire mi-octobre. Là, pendant un mois, c'est vrai que beaucoup d'actions et très peu de buts.
Mais après, de toute façon, c'est une équipe et c'est ça. Je reviens un petit peu sur ce que disait Yacine sur le manque d'exigence ou dans le comportement. C'est une équipe qui n'a pas encore cette mentalité d'écraser l'adversaire systématiquement. On a pensé que ça allait être un petit peu plus le cas quand on a vu l'énorme fessée qu'ils ont été mettre aux Lillois. Mais en fait, c'est une équipe qui a pas en elle cette volonté chaque semaine d'en mettre 5, 6, alors qu'elle pourrait largement le faire. Je ne sais pas si ce comportement-là, ça te donnerait plus de chance en Ligue des Champions. Je n'en suis pas convaincu. J'aimerais le croire, mais j'aimerais qu'on me le prouve et il n'y a rien aujourd'hui qui me le prouve. Mais voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas toujours ce genre de choses-là. Après, regarde le bilan de la saison. Tu en as mis quand même quelques-unes, des raclées. Oui, bien sûr. C'est que c'est pas si mal que ça non plus. Et puis voilà, encore une fois, moi je trouve qu'au niveau caractère, au niveau sérieux, au niveau abnégation, au niveau qualité même, je trouve que cette première partie de championnat, elle est quand même plutôt positive, quoi. N'oublions pas, enfin, voilà, on a joué quoi, 15 journées, c'est ça? 15 journées, 13 victoires de match nul. Bon, bah écoute, c'est pas mal quand même. Il y a des gens qui sont d'accord avec toi, Nico. Il y a Luciano Tos qui nous dit bien d'accord avec Nico, beaucoup de sérieux et d'abnégation, pas de baisse de rythme. Après le premier but, l'an dernier, c'était tout le temps le cas. Il y a Matt Boston, toujours le même Matt Boston, qui lui dit d'accord avec Nico, mais ça vient plus de certains joueurs qui sont mieux, Neymar et Messi, que l'année dernière, plus qu'un meilleur collectif. D'après lui, c'est plus aussi l'apport de Messi et de Neymar. Contre l'OM, on est à 3. Ah oui, ça, c'est les expected goals. On a beaucoup croqué, mais la volonté était là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fatresvo, putain, j'y arrive pas avec le pseudo, c'est incroyable. Yacine, il faut ressortir la comparaison avec les notes en cours. Voilà, la fameuse comparaison. Qu'est-ce que tu as toi à dire là-dessus, Yass? Moi, je rejoins Nico et je pense que le vrai problème, en fait, il est dans l'efficacité. Et il y a deux choses. Il y a l'efficacité, parce qu'il y a plein de matchs. Honnêtement, au bout de 25 minutes, il peut y avoir 3-0 et le match, il est terminé. Et quand je dis 3-0, je suis gentil parce que ce n'est pas 3 occasions nettes où tu dois mener 3-0, c'est 4, 5, 6 situations où tu dois finir au moins la moitié. En revanche, il y a un vrai problème sur le début de deuxième mi-temps. Oui. Et ça me dérange parce que tu as l'impression que la première mi-temps, ok, on a fait le taf, bon voilà, on a fait ce qu'il fallait. Souvent, tu mènes. Mais le début de deuxième, c'est on revient un peu en chausson et tranquille. Et il faut en fait te faire bousculer pour réagir. Et ça, c'est peut-être un manque d'exigence. C'est peut-être le discours à la mi-temps qui n'est pas le bon. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a quand même eu une récurrence sur les débuts de deuxième mi-temps, et que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, qui pose problème. Parce que quand tu vas arriver dans les gros matchs, ces 20 minutes ou ces 15 minutes que tu mets à rentrer dans la deuxième mi-temps, tu peux être puni. Donc, voilà, il y a un manque d'efficacité. Et tu vois, par exemple, quand tu prends le match de Lille, sur tes 3 premières actions, tu marques 3 buts. Enfin, presque, quoi. Sur tes 5 premières actions, tu marques 3 buts. Donc là, il y a l'efficacité. Le match, il est terminé. Et contre Auxerre, même si encore une fois, Auxerre était très faible, je crois que si je ne dis pas de bêtises, j'ai des souvenirs en tête de la stat, c'était 7 tirs cadrés et 5 buts. Donc là, tu as retrouvé ton efficacité et c'est ça qui a manqué aussi. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où quand même, le match de Marseille, il est quand même très, très parlant. Le match de Marseille, les 15 premières minutes, tu as pratiquement 4 occasions pour marquer réellement. C'est-à-dire que tu as l'occasion d'Hakimi, tu as Mbappé, tu as Messi, tu as Neymar. Enfin bref, tu as vraiment des occasions, c'est même pas des situations. Donc, il y a ce manque d'efficacité. Et puis, au bout d'un moment, il y a ce manque d'exigence. Et sûrement, comme le dit Nico, qu'il faut prendre en compte la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les mecs se disaient bon, là, on a déjà fait 45 minutes à un très haut niveau, on va peut-être lever un peu le pied. Voilà, donc bon, on peut le comprendre. C'est dommage, mais on peut le comprendre. Maintenant, sur le parcours global, évidemment, il n'y a pas beaucoup de choses à. Le vrai point noir, c'est le match nul contre Monaco, parce que finalement, tu n'as jamais trouvé la solution pour renverser Monaco. Mais en dehors de ça, voilà, c'est plutôt très positif. Attends, j'ai oublié de te dire, Nico, de transmettre un message. Il y a quelqu'un qui te suggère de t'abonner au compte d'Adama Traoré pour les joueurs costauds. Apparemment, tu pourras trouver ton bonheur. Je voulais qu'on passe maintenant au top et flop sur le recrutement. Je vais commencer par toi, Nico. Voilà, il y a eu quand même un recrutement conséquent. Il y a eu beaucoup de départs, évidemment. Mais il y a un recrutement conséquent, on l'a dit tout à l'heure. Il y a eu Soler, Ruiz, Sanchez, Ekitike, Vitinha.
Vas-y, donne-moi ton top, ton flop parmi tous les joueurs que je viens de te citer. J'imagine que le premier qui vient en tête pour les tops, c'est le petit Vitinha. Oui, avant que je finisse, est-ce qu'on peut aussi mettre dans les recrues Messi et Neymar? Je parle, surtout Messi, parce que derrière, le pauvre, même s'il a des stats, malheureusement, on n'a pas beaucoup vu. Et puis, il y a aussi le retour de Neymar, qui lui était absent depuis 2 ans et demi au moins. Donc, voilà. Yacine, il n'a pas prévu une petite infographie avec les recrues, là? C'est dommage. Non. C'est pas grave. Désolé. Tu les connais, tu les as tête, tu as une mémoire de dingue. En plus, dans les 6 heures de vol jusqu'à Doha, il avait le temps de le faire, mais bon, c'est pas grave. Oui, le top absolu, effectivement, c'est Vitinha. C'est Vitinha parce que déjà très, très utilisé, adaptation vraiment rapide, profil de joueur super agréable parce que c'est quelqu'un qui a un énorme volume de jeu, qui court beaucoup, qui sent bien le football, qui a une belle technique. Je pense qu'on a tous été séduits par son arrivée. Après, un degré moindre, mais parce qu'il arrivait un petit peu en retard par rapport aux autres, c'est évidemment Fabian Ruiz. Je trouve que c'est un joueur très intéressant qui doit monter en puissance, qui malheureusement était un petit peu coupé dans son élan là, par cette blessure et puis qui va l'être aussi du coup par cette coupure Coupe du Monde. Mais je trouve que c'est vraiment un joueur qui est très intéressant et qui peut apporter vraiment quelque chose de différent. Après les autres, écoute, ils n'ont pas beaucoup joué, donc c'est un petit peu compliqué de parler de top ou de flop parce que Renato Sanchez a passé autant de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Non, mais quand il était sur le terrain, Nico, je te coupe, mais quand il était sur le terrain, c'est vrai qu'il n'a pas, il a pas brillé, tout comme Solaire d'ailleurs. À chaque fois qu'ils ont eu leur chance, on les a pas vus. Oui, mais bon, on en a déjà parlé souvent. Tu peux pas demander. C'est comme si aujourd'hui tu me disais. Oh merde, il va falloir que je dise Ekitike. C'est bon, je l'ai. Oui, c'est bon. Très bien. Ça y est, je l'ai. Tu peux pas juger sa qualité de jeu. Il n'a pas joué. Tu peux pas dire que c'est un top ou un flop. Tu es obligé aussi de quand même. Il a été titularisé, Nico. Oui, mais tu ne peux pas juger un mec sur 3 titularisations en 4 mois. Tu peux pas. Mais contrairement aux autres, Nico, lui, il connaît la Ligue 1. Tu vois, normalement. Il a 20 balais, il arrive de Reims, il a joué 3 matchs. Et donc, non, je te parle de Sanchez, pas des de Renato Sanchez. Mais oui, mais Renato Sanchez, il a joué combien de matchs? Combien de titularisations il a joué? Franchement, c'est un joueur en plus qui a besoin d'enchaîner, on le sait. Et puis, tu connais la Ligue 1. Ouais, tu connais la Ligue 1. Tu arrives à Paris. Paris, c'est pas la Ligue 1, les mecs. C'est un autre contexte, c'est une autre exigence. Mousse, tout à l'heure, s'amusait à parler de Benjamin André. Avant, tu devais des passes à Benjamin André. Maintenant, c'est à Messi et Neymar. Donc, c'est pas la même histoire. Donc, moi, je trouve que c'est toujours délicat de juger des mecs comme ça qui n'ont pas eu une intégration facile. Carlos Soler a quasiment pas joué, très peu utilisé. Donc, et effectivement, quand on l'a vu là des derniers matchs, même s'il y a quelques stats avec des buts et des passes, c'est très décevant dans le jeu. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à autre chose de quelqu'un qui n'a aucun automatisme, qui n'a aucun rythme de match? Renato Sanchez, je l'ai dit, effectivement, pas mal de blessures. Peut-être un manque de caractère parce qu'on le sent assez timide, on le sent assez trop dans la volonté de bien faire. Mais voilà, cette volonté de bien faire, elle va disparaître en enchaînant les matchs. Il ne les a pas enchaînés. Un Mukiele, c'est pareil. Moi, Mukiele, couloir droit, j'ai pas été convaincu dans le couloir droit, mais parce que c'est pareil, il n'a pas joué énormément de matchs, parce qu'en plus, c'est un poste aujourd'hui au PSG ou dans le collectif, c'est compliqué de jouer à droite, on l'a vu avec Hakimi. Donc, tu ne peux pas juger juste les prestations individuelles en te focalisant sur le joueur et en occultant tout l'environnement, tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, je trouve qu'il y a une vraie satisfaction. Honnêtement, c'est Vitinha qui ressort du lot. Je trouve qu'il y a un Fabian Ruiz, comme je l'ai dit, qui était également plutôt dans les positifs. Les autres, moi, je ne parlerai pas de bide parce que je trouve qu'ils n'ont pas été dans des conditions qui permettent de vraiment les juger. Maintenant, si on doit effectivement, malgré tout, dire lequel a le plus déçu, moi, plus que Renato Sanchez, je dirais que c'est Carlos Soler parce que je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose, il est très neutre. Mais est-ce qu'on l'utilise comme on doit l'utiliser? Est-ce qu'on l'a mis dans les bonnes conditions? C'est difficile de parler juste d'un joueur comme ça sur sa perf individuelle et pas de prendre tout ce qu'il y a autour. Donc voilà. Après, moi, on m'a dit, je ne sais plus qui me disait, Mousse, t'es dur avec Renato Sanchez, parce que c'est un joueur que j'aime bien, et c'est vrai que quand je les voyais faire ces bons matchs à Lille, je me dis, tiens, ça peut être quelqu'un qui peut aussi servir au milieu, et c'est vrai qu'il y a une petite déception, parce qu'effectivement, il y a le fait qu'il arrive, il n'a pas eu de préparation parce qu'il était blessé, il a eu quelques rechutes lorsqu'il était au PSG, mais je trouvais, de manière générale, lorsque Galtier lui a donné sa chance, qu'il n'a pas su la saisir. Voilà, c'est d'où ma déception. Parce qu'à Lille, non mais
Déjà, à Lille, c'était un petit peu c'était, je ne vais pas dire le mot star, parce que j'aime pas ce mot-là, mais voilà, c'était la pièce maîtresse du milieu lillois, et de loin. Et puis surtout, à Lille, il avait les clés, quoi. Tu sentais un joueur, dès qu'il avait la balle, c'était de la provocation, ça percutait, ça allait très vite. Son match à Chelsea, je me rappelle, en Ligue des Champions, franchement, ce Renato Sanchez-là, il est très intéressant. À Paris, tu sens que le profil, le profil du milieu est différent. Le rôle qu'on lui demande l'est également, je trouve. Je ne sais plus contre quelle équipe il fait un match assez intéressant, mais dans un rôle très bas, quasiment en sentinelle, où il est que dans la récupération, dans la compensation. Je ne sais plus quel match c'est, c'était il n'y a pas très longtemps, sur une titularisation au Parc des Princes, où je trouve qu'il fait un match intéressant, mais dans un rôle vraiment très différent. C'est Haïfa quand Verratti. Contre Haïfa, ouais, c'est ça. Donc, si tu attends le Renato Sanchez de Lille, effectivement, tu disais, il débarque à Paris, on va voir la même chose. Je comprends que ce soit une grosse déception. Maintenant, par rapport à ce qu'on lui demande, avec en plus freiné par les blessures et le contexte qui n'est pas évident quand tu débarques malgré tout à Paris, je trouve que c'est difficile de le considérer comme un gros flop ou comme une grosse déception, parce que, encore une fois, voilà, je n'ai pas l'impression qu'on l'a mis dans les dispositions qui nous permettent de le juger objectivement. Oui, enfin, tu le défends parce que c'est un joueur costaud et on sait aujourd'hui que tu aimes les joueurs costauds. Parce que c'est le compatriote d'un joueur costaud, exactement. T'es taquine, mon cher Nico. Ouais, vas-y, continue. C'est moi qui prends les DM sur Twitter après, mais vas-y. Ouais. Puis j'ai vu qu'il y a une demoiselle sur Twitter qui te taquine beaucoup et qui met beaucoup de photos d'hommes musclés et huilés sous tes posts. Donc, ça doit finir par être gênant. Alors, j'espère que Madame Puravo ne voit pas toutes ces photos. Elle n'a rien vu. Tant mieux. Yacine, sur le recrutement, pareil, je demanderai le top et le flop, mais surtout, ce qu'on remarque, et Nico a raison, c'est que finalement, sur tout le recrutement, les seuls que tu vois vraiment, c'est Vitinha, parce qu'il est maintenant titulaire indiscutable, et Ruiz, parce qu'il a été intégré au milieu à 3. Pour le reste, et Mukele qui a eu beaucoup de temps de jeu aussi, pardon, parce que j'avais oublié Mukele tout à l'heure. Pour le reste, c'est vrai que, voilà, pas servi à grand-chose, et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés quand ils ont ciblé les joueurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques erreurs de casting, Yacine? Il y en aura toujours. De toute façon, ça n'existe pas un recrutement 100% réussi dans aucun club au monde. Donc déjà, il y aura toujours des joueurs qui peut-être ne s'adapteront pas au contexte parisien, qui ont besoin de plus de repères collectifs. Voilà, ça c'est partout. Pour l'instant, j'ai pas envie de dire qu'ils se sont trompés, on verra, parce que c'est trop tôt par rapport à plein de choses, l'arrivée tardive, etc. Maintenant, si je dois faire un top et un flop, bah, évidemment, de toute façon, le top, je ne vais pas être original, c'est Vitinha par rapport à tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, ce qu'il a apporté, son intégration, etc. Même si je pense qu'il a un peu souffert sur les derniers matchs, physiquement, il a pris de moins en moins de risques. Bon, voilà, il y a plein de choses, mais globalement, c'est clair que c'est la meilleure recrue pour l'instant. Comme Nico, je vais dire Ruiz juste en dessous parce que voilà, il mérite d'être revu dans des gros matchs et tout, mais ce qu'il a apporté depuis le début, notamment sa compensation pour couvrir Hakimi, son intelligence tactique, on va dire, en plus de ses qualités, ça a permis de passer un cap quand Paris est repassé en 4-3-3, donc très bien. Maintenant, moi, je suis désolé, je mets Renato en flop. Je mets Renato en flop parce qu'en fait, Galtier comptait sur lui. Et les blessures, ok, pas de problème, les blessures, mais les blessures, elles font partie du footballeur. Et quand on tape sur Neymar parce qu'il est absent sur blessure, moi, je ne vais pas faire de cadeau à Renato. Donc, oui, c'est un flop, puisqu'il avait commencé à être titulaire. Parce que Galtier l'avait lancé sur un match, je ne sais plus, à 2 d'ailleurs. Et puis, il se blesse. Et il revient et il se reblesse. Donc, c'est un flop. C'est un flop parce que, et je vais rajouter pourquoi c'est un flop aussi. C'est un flop parce que pendant à part à Haïfa, les 2 autres matchs qu'il a joués, il s'est caché, il n'a pas forcé pour pouvoir faire la Coupe du Monde. Résultat, il ne fait pas la Coupe du Monde. Et je pense qu'il est un peu responsable de sa non-sélection. Et en plus, contre Auxerre, alors encore une fois, c'est que Auxerre, mais regardez bien pour ceux qui n'ont pas fait attention. Contre Auxerre, quand il rentre à 20 minutes de la fin, il accélère, il fait des courses. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, de toute façon, je ne fais pas la Coupe du Monde, donc là, je peux jouer. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un flop. Pour l'instant, c'est un flop. Voilà. Pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas dit que... Là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne réussira pas au PSG. Parce que moi, je redis que sans les blessures, il a un vrai profil que le PSG n'a pas, qui peut apporter. Et qui peut apporter dans plein de postes par rapport à la construction de l'équipe.
aujourd'hui, il n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui et les blessures l'ont encore une fois rattrapé. Il y a beaucoup de réactions justement sur Relato. On dit Relato, il est polyvalent, c'est le gars qui peut rentrer à droite, dans l'axe. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, beaucoup blessé, c'est le profil de Renato Sanchez qu'il fallait s'y attendre. On parle aussi de Sarabia et de son retour du Sporting. Mais après, Sarabia, c'est plus le choix du coach. Hein. Il a peu de temps de jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil, on parle aussi d'Hakimi, très déçu d'Hakimi pour ma part, en étant le pote d'Mbappé. Il a cru lui aussi, il a cru que lui aussi était incontournable. Il faut vraiment qu'il se sorte les doigts du 3 petits points. On va pas dire le mot. Alors, mais là, on parle des recrues. Oui, bien sûr. Après, je te lis moi ce qui me vient. Hakimi. Par contre, il y a, alors moi, j'ai pas de lunettes et j'arrive à lire, contrairement à toi, c'est Karim009 qui demande sur l'hygiène de vie de Renato Sanchez. Pour ses blessures, c'est pas une question d'hygiène de vie. Hein. C'est Galtier qu'on avait déjà parlé à Lille, je crois, ou il me semble. C'est un joueur qui se met énormément de pression. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à se relâcher du coup sur le terrain et du coup, ça entraîne des problèmes musculaires tout simplement. C'est de la tension musculaire. Yacine en parlera mieux que moi, mais c'est pas du tout une question d'hygiène de vie. Ah ouais, donc ça rejoint aussi un peu le mental. On finit par la. Je pense qu'on a fait le tour sur le bilan. Hein. C'est pas vraiment la première partie de saison, hein, parce que normalement c'est 18 matchs, hein, Yacine, hein, on est d'accord? 19 matchs, pardon. Donc là, il n'y a eu que 15 matchs. Le matheux. Ouais, bah oui. Je suis nul en maths. C'est à cause, parce qu'il n'a pas de lunettes, il ne voit pas que 38 divisé par 2, ça fait 19. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. Là, les lunettes, c'est un vrai problème, hein, parce que je vois absolument rien. Et surtout, j'arrive à lire parce que je sais lire quand même. Par contre, les pseudos, là, impossible à lire. Je comprends absolument rien. Donc, j'allais faire un tour chez Loftalbo. On va conclure, messieurs, par la longue interview qu'a donnée Christophe Galtier hier. On a sélectionné quelques extraits, Yacine. Si tu peux mettre déjà le premier. Alors, il revient surtout sur le trio d'attaque, sur Mbappé, sur la polémique du char à voile. Voilà, il a éludé aucune question. D'ailleurs, sur la MNM, il dit quand vous avez ces 3 joueurs de qualité incroyable, il faut jouer avec leur qualité. C'est autour d'eux qu'il faut construire. Ma réflexion sur le système à 3 milieux vient aussi de là. D'autres animations peuvent arriver, Nico. C'est en substance ce que tu condamnais un peu tout à l'heure, Yacine. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico? Tu es de l'avis de Yacine? Bah ouais, mais Yacine, c'est un grand idéaliste du football. Donc, évidemment, je suis de son avis là dans l'absolu. Maintenant, dans la réalité, ça se passe évidemment autrement au PSG. Galtier doit évidemment composer avec ces 3 joueurs-là. Alors, qu'il le fasse dans les faits, on sait tout ce qu'il va le faire. Effectivement, ce qui est plus dérangeant, c'est qu'ils le disent comme ça et que quelque part, ils valident ce déséquilibre dans l'effectif. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus embêtant. Après, quand tu as ces 3 joueurs-là, évidemment que c'est ton intérêt à toi de les mettre dans les meilleures conditions parce que c'est eux qui vont te faire basculer le match. Mais j'aimerais moi aussi avoir un PSG avec un collectif ultra fort où un peu comme à City, les joueurs sont interchangeables et avoir en cadeau bonus un Messi et un Mbappé et puis un Neymar aussi, je ne vais pas oublier parce que j'ai pas envie de me fâcher, pour pouvoir effectivement te faire basculer le match. Mais dans les faits, Galtier, malgré toutes les bonnes intentions, malgré toutes les déclarations d'avant-saison, il est un petit peu confronté, comme ses prédécesseurs, à la même problématique, à savoir que tu as 3 joueurs qui sont forcément à part de par leur statut, leur talent, et c'est compliqué de les traiter différemment des autres, même s'il faudrait le faire dans l'absolu. Donc, je comprends cette déclaration et je comprends que ça énerve également les apôtres du beau jeu comme Yacine. Il y a une réponse par contre qui est très intéressante, Yacine, et puis je demanderai ton avis aussi, Nico. Hein, c'est justement sur le fait de pouvoir sortir, parce que ça a aussi été un des doutes il y en a 2, il y a sur l'animation de. Pardon? Il y en a 2, il y a celle-là, celle que je viens de mettre. Il y en a une autre. On va prendre dans l'ordre si tu veux bien, Yacine. On va d'abord prendre celle-là, puis après tu nous donneras la deuxième. C'est à peu près là. Enfin, c'est en lien les deux, quoi. C'est sur les changements et les temps de jeu. Voilà. Donc, est-ce que tu peux remettre juste celle d'avant, ok. Parce que ça, c'était aussi un des doutes et c'est aussi un des points sur lesquels il avait communiqué lorsqu'il avait été intronisé sur le fait de pouvoir, oui ou non, pouvoir sortir l'un des 3. Et il dit, donc là, c'était lors de la préparation au Japon. Au Japon, j'ai réuni Léo, Ney et Kylian. J'ai abordé ce sujet de jouer tous les matchs avec le calendrier très particulier. Ils m'ont appris une chose. Ils m'ont dit, au moment où vous voulez nous sortir, c'est le moment où l'adversaire est en train de lâcher.
et que ça devient plus facile pour nous. C'est là où on va prendre un énorme plaisir à en rajouter un. Je leur dis qu'il y aurait une gestion à un moment donné, mais à un certain moment, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir Messi, Neymar et Mbappé. Donc là, je pense qu'il parle des trois, Yass. Ouais, mais surtout qu'on lui a jamais demandé de sortir les trois. C'est justement ça le truc. C'est que. Après, pour être honnête, Yacine, il l'a fait. Hein. Il a sorti les trois. Il a même laissé Neymar sur le banc, Messi sur le banc et Mbappé aussi sur le banc. Ouais. Mais non, mais je crois la phrase. Franchement, je ne sais pas s'il y a vraiment que moi qui la vis comme ça. Mais la phrase, au moment où vous voulez nous sortir, c'est le moment où l'adversaire est en train de lâcher et que ça devient plus facile pour nous. Alors, je te dis franchement, alors je ne sais pas s'il a voulu jouer la carte de l'honnêteté à tout prix, mais déjà, mais comment tu peux dire ça quand tu es coach? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que déjà, ils t'ont appris un truc sur le jeu. Ils t'ont appris qu'effectivement, dans un match, tu pouvais fatiguer l'adversaire et à un moment donné, prendre le dessus. Ils t'ont trouvé une excuse qui t'a endormi. Parce que c'est ça en vérité. Les mecs, ils t'ont pas dit. Attends, genre, ça veut dire qu'un joueur plus frais, qui profiterait de la fatigue des autres, il est moins impactant que toi qui es déjà sur le terrain depuis 70 minutes. Donc, ils ont trouvé une excuse et lui, il a écouté leur excuse. Non, mais sérieux, je te jure qu'hier, quand il a dit ça, dans l'émission, je me disais, mais attends, il est en train de se moquer de nous, là. Non, juste pour. Non, mais vraiment, c'est pas sérieux. Non, mais c'est pas possible ce qu'il est en train de dire. Non, mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis désolé. Moi, j'ai vu un fan de ce trio qui leur a dit, OK, les gars, je vous préviens, je vais peut-être vous sortir. Ah non, coach. Nous, on ne sort pas parce qu'en plus, attention, hein, vous n'avez pas compris le football, vous. Dans les 20 dernières minutes, c'est là où on va faire la diff. Moi, je vous signale, vous prenez les stats. Hein, Mbappé, Neymar, Messi, ils n'ont pratiquement pas marqué dans les 20 dernières minutes. Donc, c'est comme quoi, ça va dans son sens en plus. Mais non, coach, vous ne nous sortez pas à ce moment-là. C'est là qu'on. Ah, ok, c'est vrai, c'est là que vous allez faire la différence. Voilà, c'est sérieux. Et alors, à la fin, bah, on a évidemment ce qu'on sait depuis le début, mais qu'il a juste confirmé. À un certain moment, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir Neymar, Messi et Mbappé. Bah ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand Messi est à la rue, eh ben, on ne peut pas se dire je sors Messi parce que Messi, sur une passe, sur un geste, il peut te faire gagner un match. Alors, je vous préviens d'avance, je vais vous rassurer tout de suite, vous allez l'attendre ce match. Il ne va jamais arriver. Mais dans la pensée des gens, c'est ce qu'on se dit. C'est-à-dire que, mais sur un geste, il va peut-être. Non, mais, franchement, Yacine, je te jure, il ne me fait pas être honnête. Yacine, J'aurais préféré qu'il ne soit pas honnête. Yacine, juste avant que tu continues, je vais faire réagir Nico tout de suite. Je veux d'abord savoir s'il était d'accord avec Yacine. Et surtout, ce genre de déclaration, est-ce que ça envoie aussi un message à tes remplaçants sur qui, normalement, tu dois compter pour les fins de match, pour essayer d'ajouter un but ou de tuer le match? Déjà, le souci de Galtier, c'est que il peut difficilement dire aux remplaçants tu vas rentrer parce que Messi et Mbappé sont fatigués. Les mecs, ils sont pas fatigués à la 80e hein, ou à la 75e. Messi, à la 75e, il a couru 4 km. Franchement, il est pas fatigué, le bonhomme. Hein. Donc, quelque part, ce qu'il dit, c'est vrai. Évidemment que Mbappé et Messi, à la 80e, ils veulent continuer à jouer. Et les gars, ils n'ont pas transpiré, tu m'étonnes. Donc, de ce côté-là, je peux comprendre. Après, là où je vais être évidemment d'accord avec Yacine, parce que cette déclaration, elle est hallucinante. Alors, j'allais dire d'honnêteté, mais je vais plutôt dire de naïveté. Parce que sortir quelque chose comme ça, je ne sais pas quelle est l'image que tu veux renvoyer, mais en tout cas, c'est raté. Ça, c'est une évidence. Après, que dans un gros match, tu ne sortes pas un Messi, un Neymar ou un Mbappé, parce qu'à la 85e, il y a encore besoin de faire une différence. C'est un autre débat. Et est-ce que quelqu'un aujourd'hui va exiger de Mbappé, enfin de Galtier qui sorte Mbappé à la 85e contre le Bayern parce qu'il y a un partout et qu'il faut encore marquer un but pour faire rentrer Soler ou Sarabia? Tu vois, il y a aussi peut-être la qualité de ton banc qui va rentrer en compte là-dedans, mais c'est surtout une déclaration, encore une fois, qui remet en valeur ce côté équipe individualiste en fait. Le PSG est une équipe de foot qui joue avec des joueurs qui jouent seuls en fait quelque part. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà le déséquilibre dans l'effectif, il est terrible. Et ces déclarations de Galtier, elles ne font que renforcer ce sentiment qu'en fait il y a 3 joueurs qui sont là pour marquer des buts et puis les autres qui sont là pour leur servir la soupe, pour compenser leur manquement défensif et puis pour leur donner les ballons qu'il faut. Donc
Écoute, ouais, c'est sûr que c'est pas Guardiola qui sortirait une phrase comme ça, c'est sûr. Je vais juste lire quelques commentaires sur le chat. Il y a Soso Authentique qui nous dit les joueurs sont au-dessus et ils se plient comme tous les coachs, comme quoi il est impossible de coacher ces trois-là. Une vraie refonte de l'attaque est obligatoire. Il y en a un autre qui nous dit j'avais juste oui, en même temps, c'est plus facile d'être fan de tes joueurs quand tu es Galtier que quand tu es Tudor. Il n'a pas tort, c'est une bonne vanne. Faut pas se moquer de Marseille, les mecs, c'est pas bien. Ah si, il faut se moquer de Marseille, au contraire. Il faut toujours se moquer de Marseille. J'aime pas. C'est un devoir. C'est toi qui dis ça, vraiment. Non, mais tu vois, le truc. Je sens pointer le second degré. Vas-y, Yass. Le truc de Galtier sur les 20 dernières minutes, en dehors du fait qu'il découvrait ça du football. Donc merci à Neymar, Messi, Mbappé de lui avoir apporté un nouvel élément. Mais tu vois, il aurait, à la limite, tu as envie de lui dire, tu sais quoi, je vais mettre des athlètes, je vais mettre des coureurs, des mecs qui font des courses, qui fatiguent l'adversaire, vous allez rentrer les 30 dernières, vous allez vous éclater les mecs. Voilà, si c'est ça votre but. Donc tu vois, je veux dire, je vous jure, cette déclaration, elle est lunaire. Hein. Enfin bref, je sais, comme dit Nico, je ne sais pas s'il est honnête, naïf, mais voilà, c'est fou. Quoi. En fait, on dirait la déclat d'un coach étranger qui ne parle pas le français et que ça a été mal traduit par un média, tu sais, ça ressemble un peu à ça. Exactement. Je pense que tu as raison, Nico. En fait, je pense qu'il a voulu être trop transparent, tu vois, pour faire plaisir à Roten, parce qu'il a eu l'exclu, etc. Et puis, ils étaient là sur une interview fleuve. Hein. Il y a eu pas mal de sujets abordés. Et je crois que c'est une erreur de com, en fait. Et peut-être aussi, c'est une façon aussi de bien se faire voir par les trois de devant, parce que les joueurs, voilà, ils ont toujours. Je ne suis pas sûr que Messi ait calculé l'interview de Galtier. Mbappé peut-être un peu plus, et Neymar non plus d'ailleurs. Mais ouais, je pense que c'est plus une erreur de débutant dans le sens où coacher un grand club, quoi. Merci pour la télé, Nico, hein, c'est sympa. Ouais, je vais l'éteindre. Je trouve pas la zapette, fais chier. Non, mais de toute façon, on va bientôt clôturer le live. Je sais pas si tu avais d'autres réponses intéressantes que tu voulais évoquer. Bon, celle-là qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que quand on a le bonheur d'avoir trois joueurs comme ça, je dois faire en sorte d'organiser l'équipe autour de ces trois-là. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. Le scénario peut m'imposer la décision de sortir l'un des trois. Je ne me l'interdis pas. Voilà. Et après, il va te donner un ou deux exemples. Mais on sait très bien, par exemple, que contre le Bayern, évidemment que, à part si tu colles une tarte au Bayern, et encore, même dans ce cas-là, les trois ne sortiront pas. Donc, c'est encore une fois, ça, c'est pas vrai. Et franchement, hier, il y a eu plein de réponses. J'ai presque envie de dire, je pouvais les faire. Voilà. Parce que c'était. Après, il y en a une qui était intéressante, Yacine, sur le mercato, où on lui parlait d'un défenseur central. Il explique qu'ils n'ont pas recruté cet été et que finalement, ils s'en sont bien sortis malgré quelques blessures, et quelques absences. On parlait de Kimpembe et celle de Ramos. Mais que ce n'était pas forcément obligatoire cet hiver de recruter un défenseur central parce que tu as Danilo, parce que tu as Mukele. Et parce que tu vas jouer à 4. Et parce que tu vas jouer à 4. Donc finalement, c'est ce qu'il a dit aussi, c'est important ce que tu dis, Yacine. Ouais, c'est vrai. Il a dit que c'était pas sûr qu'il allait revenir à un système à 3. Et je pense que le système majoritaire, maintenant, ça sera 4. Il reviendra sans doute à 3, comme tu l'as dit, Nico, peut-être en fonction de l'adversité. Mais en tout cas, sur le mercato, il est resté assez flou. À voir quand même sur le fameux attaquant de pointe. Mais bon, franchement, Nicolas, mercato d'hiver, trouver un très bon attaquant de pointe, je ne pense pas que ce soit la bonne fenêtre pour le faire, Nico. Écoute, moi, je ne suis pas trop fan du mercato de janvier. En plus, là, je ne vois pas qui tu peux aller chercher. Une plus-value aujourd'hui, franchement. En plus, dans un profil, on sait un petit peu le profil qui cherchait un attaquant de surface, un mec capable de jouer un peu en pivot. Franchement, ça me paraît assez compliqué. Donc, plutôt que de mal recruter, je pense qu'il vaut mieux pas recruter du tout. Et surtout dans ce secteur-là, en tout cas, tu as 3 attaquants qui sortent, comme on vient de le dire, qui sortent jamais. Donc, je pense pas que ce soit la priorité absolue. Il vaut mieux plutôt aller chercher un bon latéral droit éventuellement ou sur un poste à un milieu de terrain avec un vrai profil encore différent. Mais non, un attaquant, je vois vraiment pas qui tu peux aller chercher, honnêtement, sur le marché. Là, ça me paraît difficile. Après, la Coupe du Monde arrive, il y aura forcément un joueur ou deux qui vont. C'est ce que j'allais dire, Nico.
tu es toujours capable de voir ça, mais c'est pareil. Le mec qui performe au Qatar début décembre, est-ce que c'est une bonne idée de le recruter et est-ce qu'il sera bon en février au PSG? J'y crois pas du tout. Il a parlé de ça, il a parlé de la Coupe du Monde, parce que Galtier, il était. Bon, il y a un forum qui est organisé tous les ans en fin de première partie de Coupe d'Europe à l'UEFA, avec les entraîneurs qui sont qualifiés, notamment pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Il y était, il en a parlé, il a dit que tous les entraîneurs avaient cette crainte. Et je pense qu'en fait, de ce côté-là, c'est pas de dire est-ce qu'il y a un joueur qui va briller à la Coupe du Monde pour recruter. Je pense que c'est plus de dire qu'est-ce qui va se passer à la Coupe du Monde et quels joueurs vont revenir dans un état où on va pas être obligé de recruter. Je pense pas que ce soit un joueur que tu repères à la Coupe du Monde. C'est plus de dire, par exemple, si Danilo, malheureusement, se blessait à la Coupe du Monde, il va peut-être falloir penser à recruter un défenseur central ou un milieu de terrain. Voilà, c'est plus dans cette optique-là qu'il a parlé de la Coupe du Monde. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les joueurs qui font la Coupe du Monde, à 95%, ils sont déjà connus, et notamment pour venir au PSG, donc il n'y aura pas de découverte à la Coupe du Monde. Bon, je pense qu'on a fait le tour, parce que l'interview a été longue, mais bon, il y avait quand même pas mal de com, à part sur les questions récurrentes sur la MNM. Le reste, c'était, voilà, comme je vous l'ai dit, on était revenu sur la polémique du char à voile, etc. Il s'en est expliqué. En fait, il a dit, pour finir là-dessus, qu'il avait regretté de faire de l'humour sur ce sujet-là. Et je pense qu'à l'époque, il n'a pas pris la mesure du club où il était et que chaque mot prononcé quand tu es coach du PSG, voilà, c'est toujours amplifié, multiplié, etc. Donc, je pense que là, il a compris. Mais ce qui est bien, c'est que même après cette erreur de com, on va dire, il n'a pas fait comme Emery l'a fait à l'époque ou Pochettino, c'est-à-dire qu'il s'est muré dans une sorte de je ne sais même pas comment on peut dire ça, mais une sorte de grosse langue de bois. Comme l'a dit Nico tout à l'heure, malgré tout, voilà, il n'échappe pas aux questions, il répond sur le fond, sur la forme, il parle de foot, il n'hésite pas à expliquer ses choix, même si parfois on ne les comprend pas, mais au moins lui, il les explique. Donc, globalement, messieurs, on va dire que voilà, sur cette première partie de saison, le bilan est plutôt bon. Ouais, mais tu vois, juste pour finir là-dessus, Mousse, sur l'interview, moi, j'aurais aimé quand même qu'on lui demande comment c'est possible de ne pas faire défendre ni Messi ni Mbappé, en tout cas un des deux, peut-être pas tout le temps les deux, mais comment tu peux laisser deux joueurs ne pas participer du tout au travail défensif quand on sait aujourd'hui que toutes les équipes pratiquement jouent avec 11 joueurs qui travaillent alors qu'ils défendent pas. Yacine, ouais. Mais en fait, il a répondu, Yacine. Mais il a répondu à ça. Dans quelle réponse? Quand il dit que le but, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions, on sait qu'Mbappé n'aime pas défendre. On sait que Messi, c'est pareil. Et encore, je ne mets pas Neymar, parce que Neymar, il fait des efforts. Mais en fait, quand il dit ça, et quand il change de système pour te ramener un milieu, pour essayer de récupérer le ballon plus haut, etc., en fait, c'est ça. Il ne le dit pas directement, mais en gros, c'est ça sa réponse. Parce qu'il a beaucoup parlé, ça c'est vrai, il a dit ça, mais il a beaucoup parlé dans les meilleures dispositions, dans l'animation offensive. Parce qu'il dit Mbappé plutôt côté gauche, Neymar libre un peu à l'intérieur du jeu. Mais défensivement, personne ne lui dit. À un moment donné, Mbappé, il ne défend pas, Messi, il ne défend pas. Est-ce que c'est possible de tenir une rencontre de Ligue des Champions avec seulement 8 joueurs et aucun devant qui fait un premier travail défensif ou de cadrage pour gêner au moins une première relance? On ne lui demande jamais. Moi, c'est ça que j'aurais aimé. C'est-à-dire que s'il nous dit non, je ne veux pas qu'ils défendent, ou s'il nous dit si je leur demande de défendre, déjà, nous, on sait que, par exemple, il y a un problème d'intégration des consignes. Tu vois ce que je veux dire? Là, finalement, on ne sait pas. Et encore une fois, moi, ce qui me dérange dans ces interviews, je les écoute parce que aussi, c'est notre travail et que pour en débattre, je les écoute entièrement. Je ne prends pas juste les meilleures phrases qui sont sur Internet. Mais moi, ce qui me dérange dans ces interviews, c'est que finalement, c'est de la com. J'apprends rien. Il n'y a pas de vraies questions qui dérangent, comme avec Campos, comme avec Mbappé il y a un an. C'est énervant parce que finalement, si vous invitez des gens, c'est aussi pour qu'on parle de choses sur lesquelles on s'interroge vraiment. Tu vois, par exemple, à la fin, quand Larquet lui dit « Est-ce que tu peux nous dire vraiment qu'au PSG, tu prends tes décisions et on ne t'impose rien ?» Là, Galtier lui dit « Si ce n'était pas le cas, je ne serais plus l'entraîneur du PSG. » Mais donc là, on est en train de nous dire que Galtier va lui dire « Oui, Nasser, il me dit tous les jours, Nasser, il m'appelle et il me dit au fait, lui, il joue et tu fermes ta bouche. » Mais qui va accepter de dire ça à personne? Donc ça, oui, mais après, il a eu le mérite de poser la question, Yacine. C'est ça aussi. Lui, il pose la question. Après, c'est la réponse de Galtier. Par contre, dernier élément là-dessus, il a dit une chose intéressante, qu'il avait des désaccords avec Campos dans la gestion de certains matchs
sur les remplacements et sur le turnover. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ils n'ont pas été assez dessus pour aller plus loin. Tu sais, ils ont dit, ouais, c'est quoi les désaccords? Et je trouve que ça, c'est intéressant. Parce qu'il aurait pu, par exemple, peut-être développer un peu et dire, ouais, voilà, Campos, il aimerait bien que sur certains matchs après la Ligue des Champions, je tourne. À mon avis, ça concerne Ekitike et Solaire, à mon avis. Non, mais voilà, non, mais peut-être. Mais tu vois, justement, c'est là qu'il fallait creuser. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. Pourquoi il est en désaccord avec vous? Parce que vous ne faites pas assez tourner? Est-ce que vous faites des changements trop tard? Est-ce que lui il considère ça? Voilà, et il aurait pu s'expliquer. Ça, c'était plus intéressant que de lui dire est-ce qu'on vous impose quelque chose? Je laisse le mot de la fin à Nicolas. Si tu veux clôturer ce live, Nico, si tu as une dernière chose à dire. Si tu as une annonce à faire passer, je ne sais pas. Fais-toi plaisir. Non, mais écoute, Yacine, c'est un idéaliste, encore une fois. Voilà, il espère qu'on va parler de foot sur RMC. Bientôt, il va nous dire qu'il attend que Paganelli connaisse les joueurs qu'il interviewe à la mi-temps des matchs ou des trucs comme ça. Il est marrant, Yacine. Donc, bah ouais, Yacine, quand tu écoutes RMC Roten, alors moi, j'écoute pas. Hein. En plus, alors, je me sens mal parce que lui, il dit qu'il a bien écouté parce qu'il bossait, c'était le boulot. Moi, je ne l'ai pas écouté. J'ai même découvert à 16h qu'il a donné une interview, vous voyez. Donc, moi, j'ai parce que toi, Nico, toi, tu es plus branché l'équipe du soir, ce qui n'est pas mieux. Tu as raison. Tu tweets régulièrement sur des je réagis sur les extraits que je vois passer, bien sûr. Mais pardon. Moi, je pensais que tu étais branché dès 22h30. Non, je regarde Gilles Favard et toute sa clique. De temps en temps, quand je vois mon ami David Aiello, qui est un ancien collègue, je jette un petit coup d'œil, mais sinon, non, j'écoute pas l'équipe TV le soir. Non, j'ai autre chose à faire le soir à la maison. Donc voilà, écoute, cette interview, moi, j'ai découvert les extraits là avec vous, du coup, et c'était plutôt sympa comme concept, je trouve. Parler de ce qu'on découvre en direct avec vous, j'ai trouvé ça sympa. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ça va être une interview bien chiante, et j'ai bien fait de ne pas l'écouter pendant 2 heures hier. Je ne sais pas combien de temps ça durait, mais voilà. Ça a duré 1 heure, je crois. J'ai évité de perdre 1 heure hier. Je suis plutôt content. Après, il y a eu beaucoup d'extraits sur Twitter, Nico. Je ne sais pas si tu les as entendus ou vus. Il y a eu beaucoup d'extraits vidéo. Non, j'étais passé à côté, tu vois. Mais bon, moi, je vais me fâcher aussi avec RMC, mais je ne suis plus à ça près. J'écoute pas RMC. Juste quand je suis dans les bouchons, et je ne suis jamais dans les bouchons. Donc voilà, j'écoute pas. Vite fait pour les commentaires, déjà remercier tout le monde, tous ceux qui étaient là ce soir. Et pour les subventions, parce qu'il y a eu 2-3 commentaires qui nous demandaient pour subventionner les dons là. Ça va arriver, on est en train de le mettre en place. Donc on essaye de le faire le plus vite possible, mais voilà, ça va arriver. Oui, je vais pouvoir m'acheter des lunettes. Il y en a un tout à l'heure qui m'a dit investis dans une box internet. Je vous ai dit, ce n'est pas du tout la box le problème. Regardez, pas une coupure là, rien. C'est juste mon ordinateur que j'ai acheté, un nouvel ordinateur. Pour vous faire plaisir, finalement, il y a un truc qui cloche. On va voir, ça va s'arranger. Là, je suis content, il n'y a pas eu de coupure. Ouais. J'ai même rajouté une lumière parce qu'on m'a dit, le son, il est bon, mais tu coupes la lumière. Donc voilà, j'ai rajouté une lumière supplémentaire. Moi, je ne suis pas un pro de la vidéo, donc je fais avec les moyens du bord, messieurs. Si, j'avais un dernier mot, par contre. Je t'en prie, Nicolas. Et en plus, ça ne va pas être une blague pour une fois, au contraire. Je l'avais interviewé il y a quelques années. C'était un mec vraiment très intéressant. C'était Monsieur Hamel, Johan Hamel, qui est décédé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est vrai. Et du coup, je voulais avoir un tout petit mot pour lui, parce que c'était un mec. Alors, pour le coup, on t'a passé souvent sur les arbitres. Et lui, j'avais discuté avec lui dans le marge d'une journée d'arbitrage. C'était un mec super sympa, vraiment. On avait discuté pendant une bonne demi-heure. Et voilà, j'ai appris son décès ce matin et ça m'a fait un petit choc. Donc voilà, un petit mot pour lui, comme ça en plus, toi, ça fait histoire de casser un peu l'ambiance pour vous dire bonne soirée à tous. Je vérifie si c'était bien lui, oui. C'est lui. C'est lui, ouais. 42 ans, il a fait un AVC. Ouais, c'est ça. 42 ans, le pauvre. Écoute, grosse pensée pour sa famille et bien vu pour les mots, Nico. Et c'était l'arbitre qui était. C'était pas lui qui était au parc dimanche? Apparemment, ouais. C'était lui. J'ai même pas fait attention. Là, tu vois, mais c'était plutôt un bon arbitre qui n'en rajoutait pas sur le terrain. Je trouvais que son attitude était plutôt bonne comparée à… au-delà même au-delà de l'arbitre, c'était surtout un père de famille, c'est un mec de 42 ans. Apparemment, il était à la vidéo. Il était à la vidéo, c'est ça. Donc, voilà, je voulais avoir une petite pensée. Non, mais tu as bien fait. T'as bien fait. D'ailleurs, tous les clubs de Ligue 1 ou presque ont réagi, j'ai vu. Paris a réagi aussi, le PSG a réagi, c'est vrai. Ouais. Comme quoi, c'était important, je pense. Bien vu, Nico. Je voulais vous remercier, Nicolas, Yacine, de m'avoir accompagné pour ce bilan de la première partie de saison. Remercier évidemment tous ceux qui étaient sur le chat. Merci beaucoup pour votre fidélité. Remercier encore tous ceux qui nous regardent sur YouTube et continuez à faire vos commentaires.
Je pense que je vais faire un live avant le début de la Coupe du Monde pour revenir un peu sur tout ce qui s'est dit sur le Qatar, etc., avant que ça ne débute. Je verrai avec mon ami Jean-Baptiste Guégan, qui est un spécialiste de la géopolitique du sport, faire une émission spéciale juste avant le début de la Coupe du Monde. Et puis, je pense que voilà, on va débriefer quelques matchs, notamment les équipes où évoluent les joueurs du Paris Saint-Germain, type Portugal, Espagne, France. J'allais dire l'Italie, mais non, malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Mais bon, Brésil, Argentine. Donc, ça va être sympa. Sans doute, rendez-vous un prompt rétablissement à Nkunku, malheureusement, qui va rater. Ah ouais, c'est ça qu'on n'a pas parlé. Ouais, c'est vrai, Christopher, qui s'est blessé à l'entraînement hier et qui a laissé sa place à Colomani, l'ancien Nantais. C'est bien ça. Hein. Mais de toute façon, on en reparlera pendant la Coupe du Monde et on va essayer de se retrouver ce week-end pour faire un petit live pour parler de cette Coupe du Monde au Qatar. Et ensuite, on débriefera sans doute quelques matchs avec Nico, Yacine et puis tous ceux qui viennent régulièrement sur le live. Merci encore, merci à tous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.